Ce que vous allez voir maintenant va donner lieu aux théories les plus extravagantes. Nous sommes dans le 18e arrondissement de Paris, rue Max Dormoy, l'un des quartiers les plus populaires de la capitale. Ici va se dérouler un événement incroyable qui va faire la une des télévisions du monde entier. À 20 mètres du sol, un enfant d'environ 4 ans est agrippé à la rambarde d'un balcon au 4e étage de cet immeuble. La chute dans le vide semble inévitable. La scène est filmée par des badauds. Soudain, un homme surgit de nulle part, se lance à l'assaut de la façade. On voit un homme escalader une façade d'un immeuble du 18e arrondissement. Il grimpe plusieurs étages d'un balcon comme ça pour aller sauver un gosse qui était pendu. Il monte la façade comme ça. Imaginez la scène où vous ne savez pas ce qui va se passer, quoi. Franchement, s'il lâche, on fait quoi? C'est très étonnant, enfin, inhabituel. Un garçon qui monte le long d'une façade, comme ça, c'est dangereux. L'homme qui grimpe à main nue fait preuve d'un courage hors du commun. Il ne lui faut pas plus de 20 secondes pour se hisser à hauteur de l'enfant. Il prend l'enfant qui était pendu à ce balcon et il le fait passer par-dessus la rambarde. Il sauve ce garçon, il est applaudi par la foule qui est en bas. Il fait ça avant même l'arrivée des pompiers qui ont été prévenus. Les témoins qui ont assisté à cet extraordinaire sauvetage sont encore sous le choc. Je pense pas qu'il y aurait beaucoup de monde qui aurait fait ça. Vraiment, à la vitesse où il a monté les étages et tout, à peu près une trentaine de secondes, fallait le faire, quoi. Franchement, il a du courage, hein, ce monsieur-là. Grimper comme il a fait en prenant l'enfant à la fin et le mettre chez le voisin d'à côté. Très vite, l'exploit de ce jeune inconnu qui a sauvé un enfant au péril de sa vie est salué dans le monde entier. On le surnomme Spider-Man. Rien que cela. Il a fait la une aussi de la presse américaine. Certaines chaînes de télévision, Tout Info, c'est devenu un héros international. Un jeune Malien de 22 ans étonne la France et le monde entier. En escaladant la façade d'un immeuble, il a sauvé la vie d'un garçon de 4 ans. L'histoire ne s'arrête pas là, car dans les heures qui suivent, l'affaire prend une tournure politique. On apprend que le héros du jour s'appelle Mamoudou Gassama, qu'il est malien et surtout qu'il est sans papier. Il est en situation irrégulière, il est clandestin et il fait preuve d'une bravoure et d'un héroïsme indiscutables. Tous les gens qui sont plutôt tolérants vis-à-vis de l'immigration, qui sont pro sans papier, etc., disent, bah vous voyez bien, c'est pas tous des terroristes. L'émotion est vive, à tel point que des milliers d'internautes ne tardent pas à demander la naturalisation du jeune malien. Plusieurs pétitions en ligne ont été lancées pour qu'il soit régularisé. Sur Twitter aussi, politiques, personnalités et anonymes demandent sa naturalisation. Le héros va à l'Elysée. Mamoudou Gassama, ce jeune malien sans papier, qui a sauvé hier, au péril de sa vie, un garçonnet en escaladant la façade d'un immeuble parisien, doit être reçu ce matin par Emmanuel Macron. Lundi 28 mai 2018, le président Macron en personne reçoit Mamoudou Gassama sous les ors de la République. Ils ont donné crier et la voiture, ils ont donné klaxonner. Il était quelle heure? Il était vers 20h, 20h comme ça. Et donc j'ai vu, moi j'ai sauté, j'ai vu un enfant, j'étais sur le 5e et 4e étage. Donc directement, je n'ai pas pensé rien de moi, rien. Je me suis couru, j'ai traversé la route pour aller sur le. En à peine 24 heures, un inconnu sans papier devient un héros français. Le chef de l'État élève le sauveur du petit garçon au rang de citoyen. Il a donc été décidé non seulement de le régulariser très rapidement, mais d'enclencher une procédure de naturalisation et de lui proposer de rentrer
par le biais d'un service civique au sein des sapeurs-pompiers, pour exercer chaque jour le même héroïsme. Il a sauvé une vie, et en plus la vie d'un enfant, et en plus dans des conditions extraordinairement difficiles. Donc il était normal que l'humanité, c'est pas seulement la France ou le président Macron, c'est l'humanité qui a rendu hommage à sa propre humanité. Personne ne se doute alors que l'histoire de Mamoudou Gassama va être récupérée par des complotistes qui vont tout faire pour le faire tomber de son piédestal. Le scénario qui se dessine à présent serait celui d'un coup monté par le héros lui-même, Mamoudou Gassama, et le voisin qui était au balcon. Et pour se convaincre que l'histoire est trop belle pour être vraie, les conspirationnistes avancent un argument choc. D'après des témoins, le petit garçon se serait retrouvé suspendu au 4e étage après avoir chuté du 5e. Impossible, selon les complotistes. Il est impossible que cet enfant ait pu chuter de tel étage à tel étage comme ça. C'est impossible. Loi de Newton, 120 kilos, le poids, etc. Alors nous avons voulu savoir, démêler le vrai du faux, comprendre qui sont les instigateurs de ces thèses complotistes et comment elles peuvent se propager pour séduire aujourd'hui de plus en plus largement. Au minimum, des milliers de morts. Ces 2 tours du World Trade Center étaient fréquentés aux heures de pointe. Les attentats du 11 septembre 2001. Notre-Dame de Paris, cœur de France, ravagé par les flammes. Un mystérieux incendie. Une scène à couper de souffle. Hier après-midi, un enfant de 4 ans se retrouve dans le vide. Et un sauvetage miraculeux. 3 événements qui ont marqué l'actualité de ces dernières années et qui ont ému la planète entière. Pourtant, ils donnent lieu aujourd'hui encore aux interprétations les plus folles par ceux que l'on appelle les complotistes. Un aussi gros avion ne peut pas faire un aussi petit trou. La thèse des complotistes, c'est que le président des États-Unis, la CIA, le département d'État, le Pentagone, tous ces gens-là sont de mèche. Ça fait quand même du monde. Il y a eu des mensonges avérés d'État qui ont été énormes. Si c'est vrai, ce serait sans précédent dans toute l'histoire. Il n'y a pas eu un témoin, je ne parle même pas des vidéos, qui est venu dire « Ah oui, j'ai vu l'enfant tomber ». Personne n'a vu la chute. Ça paraît fou, ça paraît extrêmement inattendu, mais ça arrive. Qu'une charpente de 800 ans ne brûle pas comme ça. Pourquoi ces théories font-elles si souvent mouche? Comment les complotistes parviennent-ils à nous convaincre en déformant des faits pourtant avérés? Les complotistes ne cherchent jamais à vérifier leur thèse. Mais dès qu'on leur fait une objection, ils disent « Oui, mais non, regardez, c'est quand même louche, bizarre, etc. » Il n'y a pas besoin d'être idiot pour croire une théorie du complot. Alors faites-vous partie des 80% de Français qui croient à au moins une théorie du complot. Ce soir, nous allons vous aider à y voir plus clair. Vous allez le voir, dans l'affaire Mamoudou Gassama, les partisans de la thèse du complot ne manquent pas d'arguments. Ils vont lister, l'une après l'autre, toutes les invraisemblances de cette histoire. À la télévision, c'est le polémiste André Berkoff qui s'en charge, 4 jours seulement après le sauvetage du petit garçon. Qu'est-ce que faisait ce bébé? Comment il a tenu en tombant du 5e au 4e sans une égratignure pratiquement, etc. La question ne sera pas posée. On baigne dans démonstration, vous voulez dire quoi? Je dis simplement, pas du tout, je dis simplement que le métier de journaliste et d'enquêteur, je parle simplement de ça, et d'aller voir et d'aller dans l'immeuble. Dans cette affaire, nous avons un journaliste bien connu, André Berkoff, qui, examinant les mêmes images que nous avons vues, vous et moi, émet un doute. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que c'est pas... Je comprends pas. Attendez, comment je crois qu'il y a des choses qui se sont posées et sans faire tout de suite en disant on ne peut pas ne pas poser les questions. Il va dire on nous raconte un conte de fées, une histoire édifiante, comme quoi il y a un sans-papier qui a sauvé un gamin. Tout ça est louche, c'est bizarre. D'ailleurs, regardez, tel ou tel détail ne colle pas. Alors nous avons demandé à André Berkoff d'avancer ses arguments.
Il était à l'étage au-dessous de l'étage où il habitait, et il se retrouve comme ça, accroché en tongs à l'étage au-dessous. Nous avons reconstitué en images de synthèse la chute de l'enfant. Et voici précisément ce qu'il se serait passé sur la façade du 51 rue Max Dormois. L'enfant serait tombé du 5e et se serait rattrapé à la rambarde de l'étage du dessous. Et c'est justement cela qui ne colle pas pour André Berkoff. C'est impossible. Un adulte acrobate extrêmement fort ne pourrait pas le faire. Je n'y crois pas. Après tout ce que j'ai entendu et vu, c'est impossible. André Berkoff imagine un incroyable scénario. En fait, ce sauvetage miraculeux aurait été totalement mis en scène par Mamoudou Gassama lui-même et par l'homme que l'on voit au balcon, dans le seul but de redorer l'image des migrants. Et pour cela, la supercherie consistait à suspendre un enfant dans le vide pour permettre aux sans-papiers de le sauver in extremis sous les yeux ébahis des habitants du quartier. Pour s'en convaincre un peu plus, le polémiste André Berkoff soulève un autre mystère. Il concerne le voisin du balcon. Regardez, il tient l'enfant par le bras. Il y a cette image où le voisin le prend comme ça, enfin il est en train de le tenir. Et je ne comprends pas que quand on voit l'enfant et quand on voit le voisin qui est costaud, il ne le prend pas, avant d'attendre Mamoudou Gassama. Et puis, il y a un autre indice, presque invisible à l'œil nu, qui jetterait, selon André Berkoff, encore plus le trouble sur cet acte héroïque. L'impression que j'ai, c'est que dans le dos de l'enfant, il y a quelque chose, il y a un renflement. Alors, je pose la question parce qu'on me dit, est-ce qu'il n'y a pas une laisse ou une traîne qui le relie au balcon? Regardez, on dirait qu'il y a quelque chose de caché sous le t-shirt de l'enfant. Les partisans du complot imaginent qu'il s'agit d'une lanière permettant aux voisins de sécuriser le petit garçon, le temps que Mamoudou arrive pour le récupérer. Enfin, il y a le voisin qui pose question. Son visage apparaît pour la première fois lors d'une interview réalisée le lendemain du sauvetage. En le découvrant à la télévision, le polémiste André Berkoff est persuadé d'avoir trouvé la preuve formelle que cette affaire est louche. Vous dites que le voisin qui a parlé n'est pas le même que celui qui tenait le gamin. J'ai regardé la vidéo hier, c'est vrai qu'il est barbu sur la vidéo. Oui. Le premier était trapu, corpulent, barbu, comme par hasard. Il est mince, presque sylphide et rasé. Je veux bien. Vous affirmez que c'est pas le même. Je n'affirme pas. Je pose des questions. Non, là, vous ne posez pas de questions. Vous dites le premier il est trapu, le deuxième il est pas. Donc ça veut dire que c'est pas le même. Oui, je dis que le premier. Je voudrais savoir qui est le vrai voisin du 4e. On ne le dit pas. La chute de l'enfant du 5e au 4e étage. La laisse sous le t-shirt. Le voisin qui ne fait rien pour le mettre hors de danger. Et qui change de visage du jour au lendemain. Tout semblerait indiquer que le conte de fées est bel et bien un coup monté. Supposez que j'ai dit, voilà, je veux faire une action en faveur des migrants, surtout un sans-papier, etc. Il est là, il monte, il est formidable, il escalade extraordinaire, c'est Tarzan, il escalade formidablement, et il sauve un enfant. Encore une fois, hypothèse. On peut parfaitement dire, après tout, une action en faveur des migrants, et pourquoi pas. Si on est pour, effectivement, l'ouverture aux migrants, si on est pour un certain nombre de choses, on dit, on va frapper l'opinion, regardez, voilà un sans-papier, voilà quelqu'un qui débarque, et bien il sauve un enfant. C'est symboliquement, c'est formidable, politiquement, c'est très fort, etc. Cette théorie d'une opération pro-migrants fait mouche. Elle se répand comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai un gros doute, désolé. Comment un enfant de 4 ans peut tenir aussi longtemps accroché à un balcon? C'est impossible. J'ai un vilain doute. Encore une machination? Ces images vont être interprétées par beaucoup comme une sorte de spot de pub gratuit pour l'immigration. Pour faire passer l'idée que l'immigration est positive, eh bien on va mettre en scène le sauvetage d'un enfant de 3 ans, 4 ans par un jeune Malien sans papier. Seulement voilà, ce scénario rocambolesque, Laurent Geoffrin ne va pas tarder à le détruire. Dans un article coup de poing,
le directeur de Libération va s'efforcer de démontrer l'absurdité des thèses d'André Berkoff. Il suggère très fortement, dans la rhétorique, dans même le langage corporel, il y a une mise en scène, il y a quelque chose. Mais quelle mise en scène? Quelle est la famille qui va accepter de mettre un enfant de 5 ans de l'autre côté du balcon avec un vide de, je sais pas combien, de 20 mètres en dessous? C'est une famille de cinglés, ça. C'est des timbrés, ces gens-là. Ils vont risquer la vie d'un enfant et de surcroît, ils vont demander à ce comparse, donc Gassama, de risquer aussi sa vie, parce que c'est quand même dangereux de monter. Si jamais il avait fait un faux mouvement, tac, il tombait de 15 mètres, il était mort. Hein. Et tout ça avec la complicité d'un voisin, du père de l'enfant, de la justice, qui a condamné le père hein, quand même, hein, qui s'était absenté. Voilà. Ça paraît, si vous voulez, tellement énorme, tellement gros, que évidemment, on se dit que ça ne tient pas. Accusé publiquement de raconter n'importe quoi, André Berkoff ne se laisse pourtant pas impressionner. Il continue de suggérer que l'histoire a été montée de toutes pièces pour servir une idéologie, n'en déplaise à Laurent Geoffrin. Je ne dis pas il y a eu complot ou pas. Je dis simplement, et je m'en suis tenu là, personne n'a vu la chute. Moi, je suis très frappé par ça. Il n'y a pas eu un témoin, je ne parle même pas des vidéos, qui est venu dire « Ah oui, j'ai vu l'enfant tomber ». Comment il a chuté? Comment il a chuté? Et je suis étonné que Laurent Geoffrin, journaliste, ne se pose pas la question. Comment on ne se pose pas la question? Si je puis me permettre, le métier du journaliste, c'est de poser des questions et d'apporter des réponses. Si je passais mon temps à faire des articles où je pose que des questions, ça n'intéresserait pas grand monde. Il faut apporter des réponses. Il faut enquêter. Je suis allé voir l'immeuble, je suis allé voir la rambarde. Je demande à ceux qui disent ça de chuter, d'essayer de descendre ou même de chuter du 5e au 4e. C'est absolument, c'est absurde. Passer pour un complotiste aux yeux d'un bisounours idéologue me fait rigoler. Alors vraiment, j'en ai rien à battre. Encore une fois, la question que je pose, je pense une question. Comment il se fait qu'un enfant de 3 ans et demi tombe du 6e au 5e étage sans encombre? André Berkoff va en fait faire ce que font beaucoup de complotistes, c'est-à-dire s'abriter derrière un dispositif rhétorique qui consiste à dire « moi, je ne fais que poser des questions, je n'ai pas d'avis, je ne sais pas ce qui s'est passé, et je me fais le porte-parole de ceux qui, derrière leur poste de télévision, derrière leur écran d'ordinateur, se posent eux aussi des questions. » Ce que vous faites, c'est que vous semez le doute dans l'opinion. Mais je semais le doute, pas je sème le doute. Venez avec des résultats, venez nous dire c'est faux, c'est bidon, voilà les preuves. Je sème le doute parce que grâce à moi et à d'autres, parce que je ne suis pas le seul, des milliers de gens se posent la question. Je peux vous le dire, je reçois en ce moment 2000, et ce n'est pas des complotistes, qui disent « mais dites-nous ce qui s'est passé ». Ces questions, évidemment, en fait, elles charrient des théories implicites. Et ces théories implicites, elles sont fondées sur donc un ensemble d'anomalies qui ouvrent des questions et que j'appelle un millefeuille argumentatif parce que chacune des couches de ce millefeuille est en réalité assez faible, mais l'ensemble donne l'impression que tout ne peut pas être faux. André Berkoff aurait ainsi semé le doute dans les esprits en se focalisant sur plusieurs détails suspects qui, bout à bout, pouvaient laisser penser que ce sauvetage était une machination. Mais nous allons le voir, ces détails suspects peuvent s'expliquer, on ne peut plus simplement. Souvenez-vous, le polémiste voulait nous convaincre que le voisin du balcon et l'homme interviewé par la télévision n'étaient pas la même personne. Le premier était trapu, corpulent, barbu, comme par hasard. Il est mince, presque sylphide et rasé. Alors, je vous propose un truc, moi j'ai une barbe. Je vais revenir demain sans barbe, comme ça vous direz c'est pas le même homme. C'est pas un argument ça. Peut-être qu'il s'est rasé, allez savoir. Ce serait incroyable, un type qui se rase. Invraisemblable, il y a un complot là-dessus. Si André Berkoff nous dit que ce voisin n'est pas celui qui est interviewé le lendemain, il faut qu'il nous explique qui est cette personne qu'on a interviewée le lendemain. L'enquête que j'ai faite n'a rien permis de conclure là-dessus. Donc, c'est quoi? C'est une personne qui fait partie de cette mise en scène, de ce complot? Peut-être que Berkoff a raison, je n'ai pas la preuve. Mais en tout cas, son argument est susceptible d'être contredit. Autre détail pointé du doigt par André Berkoff, l'attitude étrange du fameux voisin sur le balcon, qui n'intervient pas, préférant laisser la primeur du sauvetage à Mamoudou Gassama.
Sous un certain angle, une vidéo montrerait ce voisin en capacité de secourir l'enfant. Mais en réalité, une autre vidéo, prise sous un autre angle, montre bien autre chose. Regardez bien les pieds du voisin. Il ne touche plus le sol. Ses orteils sont agrippés au petit trou de la rambarde, en équilibre instable. L'homme ne prend donc pas le risque de ramener l'enfant par devers lui. Il a dit que c'était dangereux, si j'étais obligé de me lâcher, je sais pas quoi, enfin il a donné une explication. Et une fois que j'avais la main de l'enfant, certains disent oui, il aurait pu tenter d'escalader. En fait, j'ai surtout voulu agir prudemment et j'ai certainement pas voulu risquer la vie de l'enfant. La thèse du coup monté semble s'effondrer d'elle-même. Les complotistes ne cherchent jamais à vérifier leur thèse. Mais dès qu'on leur fait une objection, ils disent « oui, mais non, regardez, c'est quand même louche, bizarre, etc. » C'est pas possible que ça soit passé comme ça, c'est autrement. Le travail d'un journaliste, c'est d'établir les faits. C'est d'aller voir, par exemple, ce qu'André Berkoff n'a pas fait, à ma connaissance, ce voisin, et lui demander comment tout cela s'est passé. Les arguments d'André Berkoff sont démontés les uns après les autres. Alors, le polémiste abat une nouvelle carte. Tout juste un an après le sauvetage miraculeux, il invite dans son émission de radio une éminente scientifique spécialiste de la chute des corps pour prouver que le petit garçon n'a pas pu se rattraper à la rambarde. Laurence Vivès est docteur en physique en Belgique au Centre commun de recherche de l'Union européenne. Elle a été promue par les Nations Unies. Elle a reçu 2 Merit Awards pour prestations exceptionnelles. Rien n'est plus friand d'expertise qu'un complotiste. Puisque dès qu'ils auront l'occasion d'avoir des scientifiques avec eux, ils ne se privent pas de s'en réclamer. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Laurence Vivès va tout mettre en œuvre pour démontrer mathématiquement que la version officielle est un mensonge. L'application des lois de Newton au cas du petit garçon, et en prenant pour hypothèse un poids de 20 kg, montre que les avant-bras du petit garçon auraient dû encaisser une force équivalente à 6 fois son propre poids, c'est-à-dire en partant de l'hypothèse d'un enfant de 20 kg, une force de 120 kg dans ses petits avant-bras. Ce scénario de chute d'1 ou 2 étages n'est donc pas envisageable. Pour la scientifique, il n'y a aucun doute. Le petit a été délibérément suspendu dans le vide. Elle cite Newton, elle a dit c'est pas possible. C'est la distance, le poids, l'accélération, etc. Elle dit c'est impossible et elle ajoute, elle dit mais qui est le salaud qui a mis l'enfant dans cette posture? Le pire dans tout ça, vous savez, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a mis ici. L'enquête doit se concentrer sur ça, il faut identifier la personne. Je vais utiliser un mot assez fort, mais le pourri qui a risqué la vie d'un enfant. Pour quelle raison, je n'en sais rien. Mais il faut l'identifier, celui-ci. Il faut qu'il soit jugé. Ça n'est pas acceptable. En réalité, quel que soit le sujet, vous pourrez toujours tirer un expert, c'est ce qu'on appelle faire du cherry picking, de la cueillette de cerises, qui va dans le sens de vos compulsions de croyances et vos compulsions idéologiques. Ainsi, Florence Vivès a validé sans broncher la thèse du coup monté d'André Berkoff. Pourtant, vous allez voir que le polémiste et la scientifique ont oublié un détail qui, à lui seul, pourrait suffire à élucider le mystère de la chute. Revoyons les images. Contrairement aux affirmations d'André Berkoff et de la scientifique, le petit garçon n'a jamais été suspendu dans le vide. En réalité, ses pieds reposent sur un rebord qui dépasse du balcon. Au début, on a dit c'est invraisemblable qu'il ait pu tenir avec ses petits bras pendant d'aussi longues minutes, donc c'est bidon. S'il avait les pieds sur le rebord, il a pu tenir une demi-heure de plus. Ce rebord, Mahmoudou Gassama s'en est aussi servi pour escalader la façade. Et regardez, c'est ce même rebord qui a peut-être sauvé l'enfant dans sa chute. Le mystère de l'enfant suspendu au balcon semble ainsi se dissiper. Il est possible, physiquement possible, que l'enfant ait monté avec les mains et les pieds dans ce grillage où il y a des ouvertures, puisque celui qui monte, Gassama, il s'accroche, on le voit bien, il s'accroche au grillage, donc il y a des trous dans le grillage. Donc si les doigts de Gassama passent dans les trous du grillage, a fortiori les doigts de l'enfant aussi. Donc l'enfant a pu monter. On ne sait jamais ce qui passe par la tête des enfants.
Une fois sur la rambarde du balcon, le petit garçon aura basculé. Puis il aura lâché prise. Mais sa chute sera stoppée net par le rebord. Un véritable miracle. Berkoff et d'autres, ceux qui ont essayé de diffuser une théorie du complot à propos de ce sauvetage, en effet relativement miraculeux d'une certaine façon, oublient plusieurs choses. Oublient qu'un certain nombre d'enfants, tous les ans, des dizaines, des centaines, tombent, chutent et meurent. Donc de temps en temps, en effet, il se produit quelque chose qui est improbable. Mais improbable, ça ne veut pas dire impossible. Cet enfant de 4 ans, il est tombé d'un étage, de l'étage au-dessus. C'est ce qui s'est passé jusqu'à preuve du contraire. Ça paraît miraculeux, mais c'est ce qui s'est passé. Donc, ça arrive, ça paraît fou, ça paraît extrêmement inattendu, mais ça arrive. La réalité est souvent plus extraordinaire que l'imagination de certains auteurs. Malgré tous ces arguments qui ont semé la suspicion, peu de doutes subsistent aujourd'hui sur l'exploit de Mamoudou Gassama. Mais nous allons voir que lors de certains événements bien plus dramatiques, les arguments des complotistes sont si troublants que le doute persiste encore des années après les faits. C'est le cas avec les terribles attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. La suspicion d'un vaste complot gouvernemental, orchestré par la CIA, va se répandre comme une traînée de poudre. Et les preuves avancées par les adeptes de la théorie du complot sont pour le moins déroutantes. À New York, un avion a percuté une des tours du World Trade Center à Manhattan. Thomas Legrand, vous êtes sur place. Oui, c'est une catastrophe extraordinaire, incroyable qui se déroule en ce moment. Il y a à peine 10 minutes, un avion, on ne sait pas encore de quelle sorte, a percuté la tour nord du World Trade Center. Oh fuck! Oh my God! Oh my God! Drame, tragédie, catastrophe, les mots sont évidemment un peu vains pour résumer ce qui s'est passé cet après-midi aux États-Unis. Le 11 septembre 2001, 4 avions, pilotés par 4 équipes de terroristes, ont des objectifs précis. L'un dans la tour nord du World Trade Center, l'autre dans la tour sud du World Trade Center, un troisième dont l'objectif devait être le Capitole, en tout cas Washington, et qui va s'écraser dans un champ à Shanksville, en Pennsylvanie. Et un quatrième sur le Pentagone, qui abrite le ministère de la Défense américain. C'est un attentat qui est non seulement le plus meurtrier de toute l'histoire du terrorisme, il fait environ 3000 victimes, c'est l'attentat le plus meurtrier aussi sur le sol américain. Jamais rien eu de tel sur le sol américain. Et donc c'est évidemment un tournant dans l'histoire américaine et même dans l'histoire du monde. Il y a un avant et un après 11 septembre. Au lendemain de ces terribles attentats, le nom du commanditaire émerge très vite. Il s'agit d'Oussama Ben Laden, le chef tout-puissant de la redoutable organisation terroriste Al-Qaïda, l'ancêtre de Daesh. Voilà pour la version officielle. Mais quelques mois plus tard, un journaliste français inconnu du grand public, Thierry Meyssan, va la remettre en cause. Ce qu'il révèle sur un plateau de télévision dépasse l'entendement. Dans un livre, le journaliste développe une thèse ahurissante sur ce qu'il s'est passé au Pentagone. Pour lui, aucun avion ne s'est écrasé. Dans la version officielle, on nous raconte qu'un Boeing 757, c'est un engin énorme, arrive devant le Pentagone, descend juste devant le bâtiment sur une pelouse, touche la façade, s'engouffre dans la façade au niveau du rez-de-chaussée du premier étage, est totalement happé à l'intérieur du bâtiment et brûle là à l'intérieur.
Maintenant, n'importe qui peut regarder la photo qui est sur la couverture du livre, qui est la première photo qu'on ait prise après l'attentat. Sur la partie gauche de la photo, vous avez de la fumée. Au bas de la fumée, vous avez caché par cette fumée un trou qui est censé être celui qui a absorbé un Boeing 757. Donc c'est pas bien difficile de comprendre que ça n'est pas possible. Il se base sur une photo en disant « ce trou-là fait 5 mètres, pour un avion qui fait 38 mètres d'envergure, c'est pas possible ». Une autre photo, prise au même moment, semble confirmer la thèse de Thierry Meyssan. Difficile en effet de croire que ce trou ait été causé par un avion. Le soupçon est né, un aussi gros avion ne peut pas faire un aussi petit trou. Et après, il va trouver d'autres éléments, mais on n'a pas trouvé de débris. C'est bizarre que personne n'ait pris de photos à ce moment-là. On n'a jamais trouvé le moindre morceau de cet avion, à l'exception des boîtes noires qu'on a exhibées avec beaucoup de retard. Cette photo publiée par Thierry Meyssan sur son site internet montre qu'en effet, aucun débris d'avion n'est visible sur la pelouse du Pentagone. Et puis, on aurait retrouvé, d'après le Pentagone, un phare de l'avion qu'on n'a jamais montré, mais enfin, on dit qu'on l'a retrouvé. Voici la seule et unique vidéo de la catastrophe. Et elle semble étayer la thèse de Thierry Meyssan. Sur les images, on voit qu'une explosion a bien eu lieu à l'entrée du bâtiment, mais pas le moindre avion n'est visible. Pour Thierry Meyssan, un avion a bien décollé avec des passagers, mais il s'est tout simplement évaporé. Cet avion, on en a perdu toute trace à 500 km de Washington. Il n'y a aucune nouvelle depuis. Et certainement, le gouvernement américain aurait des révélations à faire aux familles de ces victimes. Alors, si ce n'est pas un avion qui s'est écrasé sur le Pentagone, que s'est-il vraiment passé? Thierry Meyssan, quelques jours plus tard, va donner son explication dans une autre émission devant un parterre de spécialistes. Quelle est votre thèse? C'est-à-dire, quelle est la logique qui peut expliquer ça? Je vais vous dire, le Pentagone s'est fait auto-exploser, enfin voilà. Il y a un attentat qui a été commis, qui a fait énormément de dégâts. Cet attentat a été au moyen d'une charge explosive déposée devant la façade du Pentagone. Pour pouvoir déposer cette charge, il fallait être un personnel habilité à circuler à cet endroit-là. Donc, cette charge n'a pu être déposée que par des militaires américains pour tuer d'autres militaires américains. Ce que fait Meyssan, c'est qu'il explique que c'est en fait un coup d'État interne américain. L'administration des États-Unis aurait donc purement et simplement inventé ce scénario de crash aérien. Et cela dans un seul but, étouffer un complot interne fomenté par des militaires américains. C'est une volonté intelligente, toute puissante ou cachée qui a planifié tout ça. C'est pas Al-Qaïda, c'est la CIA. Les thèses conspirationnistes de Thierry Meyssan vont faire tache d'huile. Des millions de gens sur la planète entière ne croient plus à la thèse officielle. Et cette remise en question ne s'arrête pas au Pentagone. On a un mouvement qui va faire des manifestations avec des bannières en expliquant que c'est George Bush qui est l'auteur des attentats du 11 septembre. En effet, si la Maison-Blanche a menti sur le Pentagone, n'aurait-elle pas également caché des informations à propos des attentats sur le World Trade Center? Les complotistes vont jusqu'à imaginer l'incroyable scénario qui aurait pu être élaboré par les autorités américaines. Le gouvernement aurait fait appel à de faux terroristes, et ces faux terroristes auraient détourné des avions pour les conduire tout droit dans les tours, afin qu'aux yeux du monde entier, l'attentat semble indiscutable. Ainsi, George Bush pourrait justifier auprès des Américains la guerre qu'il veut faire en Irak. Peu à peu, ces idées vont se diffuser, et très au-delà de Meyssan, il va y avoir une communauté qui va s'organiser, qui va fouiller, et trouver de plus en plus d'anomalies. Les premières anomalies dont vont se délecter les complotistes concernent la rapidité avec laquelle les tours se sont effondrées. Tout part d'un témoignage des pompiers révélé par Thierry Meyssan. Les pompiers de New York contestent la théorie officielle de l'effondrement des deux tours par la fragilisation des structures métalliques suite à la combustion des avions. Ils disent qu'il y a eu autre chose. Un argument choc que les conspirationnistes vont reprendre à l'envi.
Un de leurs arguments, c'est de dire on sait qu'un avion avec son kérosène en feu ne peut atteindre qu'environ 700 degrés. Or, la structure métallique des Twin Towers ne peut fondre qu'à, de mémoire, 900 ou 1000 degrés. Par conséquent, ils ne peuvent pas s'être effondrés sous l'impact et la chaleur de ces avions. C'est des structures beaucoup plus solides que ce qu'on croit, et même avec une chaleur infernale, elles restent solides. Un jeune réalisateur américain, Dylan Avery, va largement contribuer à propager cette thèse. Le cinéaste va s'attacher à démontrer dans un documentaire de 70 minutes, diffusé sur Internet, que ce n'est pas l'intense chaleur qui a pu provoquer l'effondrement des tours de New York. Et il en veut pour preuve d'autres catastrophes qui ont frappé des gratte-ciel sans les détruire. Le 4 mai 1988, à Los Angeles, un gratte-ciel de 62 étages brûle pendant 3 heures et sur 4 étages, mais il ne s'effondre pas. Le 17 octobre 2004, au Venezuela, une tour de 56 étages construite en 1976 brûle pendant plus de 17 heures sur 26 étages. L'incendie va jusqu'au toit, mais là non plus, elle ne s'effondre pas. Et on aligne des photos de tours qui ont brûlé, comme ça, avec des incendies, et qui sont restés debout. Et dire que le gouvernement voudrait nous faire croire que ces structures massives ont été détruites par 38 000 litres de kérosène, alors que les témoignages, les vidéos et le simple bon sens démentent cette théorie. Mais alors, si la chaleur générée par l'explosion des avions n'a pas entraîné la chute des tours, pourquoi se sont-elles effondrées? Pour les complotistes, il y a une autre explication, et elle fait froid dans le dos. On nous dit les tours ont fait l'objet d'une démolition contrôlée. En d'autres termes, les tours auraient été minées à l'aide d'explosifs. Dans son documentaire, le réalisateur américain cite l'un des premiers pompiers à avoir pénétré dans la seconde tour. Louis Caccioli a déclaré à un journal américain « Je conduisais mes hommes en ascenseur jusqu'au 24e étage pour évacuer les employés. Lors de notre dernier voyage, une bombe a explosé. On pense qu'il y avait des bombes dans le bâtiment. » Ils vont expliquer que lorsque la tour s'effondre, on voit ce qu'on appelle des squips. Ils vont expliquer que cela, c'est la marque d'une démolition contrôlée. Preuve à l'appui, des images exclusives fournies par le réalisateur. Sur toutes les images des effondrements, des déflagrations sont visibles entre 20 et 30 étages sous l'onde de destruction. Ici. Ici. Et encore ici. Et s'il restait des sceptiques sur la véritable cause des attentats du 11 septembre, les complotistes vont dénicher un dernier indice. Incroyable. Souvenez-vous, ces avions qui s'écrasent sur le World Trade Center, en un quart de seconde, ils sont littéralement pulvérisés, il n'en reste rien. Et pourtant, quelques heures plus tard, on va retrouver au sol, au beau milieu des décombres, le passeport intact d'un des pirates de l'air. Il y a un passeport intact d'un des pirates de l'air, du 11 septembre, qui a été retrouvé. Il a été remis par un passant à un inspecteur de la police de New York. Et on ne comprend pas comment on trouve dans cet enfer des passeports intacts au pied des tours des pilotes qui étaient les terroristes. Pour les complotistes, tout semble indiquer que ce passeport, quelqu'un l'aura sciemment déposé sur les décombres. Résultat, quelques mois après les attentats, 16% des Américains croient dur comme fer aux thèses conspirationnistes. Ça fait une telle accumulation de choses invraisemblables qu'on est obligé de se poser des questions. Et l'accumulation de tous ces dysfonctionnements énormes fait que certains disent « Ah ben, il y a eu un complot » pour permettre au lobby militaro-industriel américain d'envahir l'Irak avec ses puits de pétrole et tous les intérêts à la fois économiques et géostratégiques que ça implique. Pourtant, cette théorie, vous allez le voir, présente elle-même de nombreuses invraisemblances. Ce que disent les conspirationnistes du 11 septembre, sans le formuler ainsi, c'est que depuis 18 ans maintenant, on a des gens aux États-Unis qui savent ce qui s'est réellement passé et qui ne disent rien, qui sont tenus par une grande conspiration du silence et qui sont
en étant les tenants de cette conspiration, les complices de l'assassinat de 3000 de leurs compatriotes. Voilà ce que disaient les complotistes. Il faut prendre la mesure de ce que ça signifie. Le président des États-Unis, la CIA, le département d'État, le Pentagone, les autorités aériennes, tous ces gens-là sont de mèche. Ça fait quand même du monde. Ça. Et là, on parle de secrets qui seraient partagés par des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de personnes. Ce serait quand même invraisemblable que la vérité n'ait pas fuité sur un Wikileaks quelconque. Si c'est vrai, ce serait sans précédent dans toute l'histoire. Voilà, ce n'est jamais arrivé. La thèse des complotistes paraît tout simplement surréaliste. Et leurs arguments peuvent être contestés les uns après les autres. Pour le Pentagone, par exemple. Souvenez-vous, le journaliste Thierry Meyssan soutenait qu'aucun avion ne s'y était écrasé le 11 septembre 2001. Pourtant, cet avion, de nombreuses personnes l'ont vu. Bon, il se trouve que je connais un gars qui travaille à côté du Pentagone qui a dit « j'ai vu arriver l'avion ». Et d'autre part, j'ai un ami, très vieil ami, qui vit entre la France et le Canada, qui devait prendre l'avion qui s'est écrasé. Les gens, les témoins oculaires qui ont vu l'avion s'écraser dans le Pentagone, il y en a plein. Il y en a plein. Et si aucun avion n'est visible sur la seule vidéo du crash, c'est pour une raison toute simple. La caméra de surveillance qui a enregistré l'explosion n'était pas de bonne qualité. Elle ne filme pas 24 images par seconde, mais seulement une image par seconde. Et regardez bien, en réalité, une seconde avant l'impact, on devine bien le nez de l'appareil qui apparaît sur la droite de l'écran. Et quand bien même, si aucun avion ne s'est écrasé, comment se fait-il que de nombreuses familles se soient retrouvées privées de leurs proches ? S'il n'y a pas eu d'avion qui s'est écrasé dans le Pentagone, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de victimes. Ça veut dire que tous ceux qui ont perdu, malheureusement pour eux, un membre de leur famille, un ami, etc., mentent. Évidemment, ça devient complètement loufoque. Les victimes pourtant existent. Elles ont été formellement identifiées par les enquêteurs. On a le nom du pilote, on a le nom de sa famille. Il y a eu un reportage sur l'enterrement du pilote, enfin sur la cérémonie. Il y a eu un reportage sur de commémoration des victimes, avec des familles, qui sont nombreuses quand même, tous les passagers qui étaient dans l'avion. Il y a non seulement les ADN de tous les passagers de l'avion qu'on a retrouvés dans le Pentagone, mais aussi des bouts de carlingue et des bouts d'avion. Il y a le train d'atterrissage qu'on a retrouvé quand même. Et puis, Thierry Meyssan affirmait qu'aucun débris n'avait été retrouvé sur la pelouse du Pentagone après l'explosion. En réalité, il n'en est rien. Regardez ces images. On voit des policiers ramasser des débris. Meyssan manipule, il manipule notamment certaines photos, il les recadre pour qu'on ne voit pas le contexte et qu'on dit bah oui, effectivement, il n'y a pas d'autres morceaux d'avion, alors que la photo dézoomée montre parfaitement qu'il ment, tout simplement. Mais il reste tout de même un mystère auquel s'accrochent les complotistes. Thierry Meyssan affirmait, photo à l'appui, que le crash d'un Boeing 757 ne pouvait pas provoquer un trou aussi petit dans la façade du bâtiment. Là encore, il y a une explication, toute scientifique. J'ai demandé à des spécialistes de l'aviation qui m'ont expliqué que quand un avion percute par le nez un obstacle solide, il se désintègre. Ça peut expliquer que le trou soit plus petit que l'envergure de l'avion. Il y a des tas de spécialistes de l'aviation qui vous disent il est normal qu'un aussi gros avion ait fait un aussi petit trou parce que ses ailes se sont pliées, qu'il y a eu l'absorption de l'énergie. Enfin, il n'y a pas d'impossibilité physique. Pour s'en convaincre, il suffit de visionner avec attention le crash qui a eu lieu sur la tour numéro 2 de New York. Regardez, lorsque l'avion percute la tour, il est comme aspiré et la brèche qu'il provoque est minuscule. Incroyable. Ne s'agit-il pas là de la preuve irréfutable que le trou du Pentagone n'avait rien de suspect, contrairement à ce que voulait nous faire croire Thierry Meyssan? Meyssan invoque finalement le bon sens. Un avion qui s'écrase ne peut pas faire un aussi petit trou. Et c'est vrai que c'est ce que notre cerveau commande de croire. Et ce que font ces gens, c'est d'essayer d'opposer le bon sens à l'expertise. Et c'est grâce justement à l'expertise que nous pouvons aujourd'hui
démonter l'argument de l'effondrement des tours par des explosifs placés intentionnellement. En réalité, les images des explosions s'expliquent très simplement. Ces explosions s'expliquent très bien par les ingénieurs des matériaux. Il n'y a aucun mystère là-dedans. En fait, l'air comprimé par l'effondrement des étages supérieurs s'échappe d'un coup de l'étage et donc fait exploser toutes les fenêtres autour. Et puis, il y a une preuve indiscutable qui montre que les tours du World Trade Center ne se sont pas effondrées à cause d'explosifs. Voici une vieille tour HLM qui a été truffée de dynamite. Regardez bien, elle s'effondre par le bas. Voici maintenant l'effondrement de la tour nord du World Trade Center. Elle s'effondre par le haut. Cela ne fait aucun doute, les tours du World Trade Center se sont bien effondrées à cause des avions qui les ont percutées. Il y a eu des articles par des physiciens qui ont été écrits pour expliquer tout simplement que certes, la température n'était pas suffisante pour créer la fusion de ces structures en acier, mais par contre elle était suffisante pour affaiblir de 90% la solidité de cette structure. Donc ce qui s'est passé, c'est exactement ce qu'on voit dans les vidéos, c'est-à-dire une chute étage par étage, puisque précisément la solidité de cette structure était affaiblie de beaucoup. Une dernière énigme reste à résoudre, celle du fameux passeport retrouvé intact dans les décombres. À nouveau, il y a une explication. Lorsqu'un avion percute à cette vitesse-là une tour, vous avez toutes sortes de choses qui partent dans tous les sens, qui ne se consument pas, vous voyez, qui ne se désintègrent pas, qui partent dans tous les sens. On a retrouvé des gilets de sauvetage, des permis de conduire, voilà. Toutes sortes de choses dans la rue, dans les rues adjacentes, dans les décombres ensuite. Ces choses-là arrivent, voilà. Des choses très inattendues, très exceptionnelles se produisent. C'est une évidence. Aucun des arguments développés par les complotistes ne tient debout. Jusqu'à preuve du contraire, ni la Maison-Blanche ni la CIA n'ont jamais fomenté le moindre coup d'État interne le 11 septembre 2001. Et la meilleure preuve, n'est-elle pas la revendication des attentats par Oussama Ben Laden en personne? Al-Qaïda n'a jamais cessé d'affirmer « c'est nous qui avons fait la chose », y compris Ben Laden dans une vidéo dont il ne pensait pas qu'elle serait retrouvée. En septembre, c'est Al-Qaïda, Ben Laden et sa bande qui ont monté ça de longue main, et non pas la CIA ou le Mossad. Il faut pour un conspirationniste quelques minutes pour lancer un argument et voire le rendre viral, mais il faut parfois des jours, des semaines, voire des mois ou des années à défaire cela. Et si les théories conspirationnistes du 11 septembre ont la peau dure, c'est aussi parce qu'elles sont régulièrement relayées, et souvent par des personnalités qui font autorité. Comme le réalisateur Mathieu Kassovitz, encore sous l'emprise des thèses complotistes, plus de 8 ans après. Je pense que ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 et la version officielle qui a été donnée par les Américains est obligatoirement questionnable. Il n'y a pas besoin d'être idiot pour croire une théorie du complot. Pas du tout. Moi, je comprends que beaucoup de nos concitoyens se laissent embarquer là-dedans. Ce n'est pas leur faire insulte, leur dire qu'ils sont complotistes. C'est simplement leur dire qu'ils revendiquent le droit au doute, et ils ont raison en démocratie, mais tout droit doit s'accompagner de devoirs. On doit douter avec méthode. Et si on le fait sans méthode, eh bien on va être la dupe de gens qui vont nous manipuler, comme ce monsieur Messant, par exemple. Si, comme Mathieu Kassovitz, autant de gens ne croient plus au discours officiel, il y a peut-être une bonne raison. C'est que nombre d'entre eux ont été les victimes de vrais complots orchestrés au plus haut sommet de l'État. Vous avez un rayon entier de supermarchés rempli de complots qui sont vrais et avérés. Vous en avez pléthore. Vous avez l'embarras du choix. Des mensonges d'État absolument énormes qui ont été crus parfois par des millions de gens. Vous allez voir que c'est exactement ce qui s'est passé en France en 1986, avec de graves conséquences sanitaires pour toute une population.
Le 26 avril 1986, à 3000 km de la France, une terrible catastrophe nucléaire se produit. En pleine nuit, 2 énormes explosions secouent la centrale nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine. Rendez-vous compte, l'explosion est d'une puissance équivalente à une centaine de bombes atomiques d'Hiroshima. Un terrible nuage de particules radioactives se répand alors sur toute l'Europe, ou presque. Car, chose étrange, à en croire les informations données à l'époque, un pays échappe, comme par miracle, au nuage, et ce pays, c'est la France. En France, l'anticyclone des Açores s'est développé. La météo affirme qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Il bloque en effet toutes les perturbations venant de l'Est. Les autorités se montrent étonnamment rassurantes, jusqu'au directeur de la sûreté nucléaire, François Cogniet, qui confirme l'information au journal télévisé. Des mesures ont été faites en France et sont faites en permanence. Ces mesures sont tout à fait négatives et il n'y a de fait aucune raison, de par les conditions météorologiques elles-mêmes, que quoi que ce soit mesuré en France. Il dit qu'il n'y a pas de danger. Et le ministère de l'Environnement appuie en disant qu'il n'y a aucun danger. À l'époque, peu convaincu par le discours officiel, Jean-Claude Bourré décide alors d'inviter dans son journal la plus haute autorité française en matière d'énergie nucléaire, le professeur Pellerin. Quand on entend un physicien allemand qui dit qu'il y aura 30 000 morts par cancer dans les prochaines années, qui a tort, qui a raison? Et nous, en France, tout va bien. En France, il y a une radioactivité moyenne en France qui se situe entre le tiers et la moitié de ce qui est tombé sur les autres pays. Sur le pays est passé un nuage radioactif, mais beaucoup moins radioactif que celui qui est passé sur les autres pays d'Europe. Il s'agit d'une radioactivité qui est notable, qui est mesurable, mais qui ne présente aucun inconvénient sur le plan de la santé publique. Le nuage radioactif a traversé la France. Les taux de radioactivité ont été multipliés par 400, mais 400 fois 0, ça fait 0. Mais les certitudes assénées par les sommités scientifiques ne vont pas convaincre longtemps. Car de toute évidence, il n'y a aucune raison d'être rassuré, bien au contraire. Qu'est-ce qui se passe au même moment ? Autour de la France, il y a quand même d'autres pays, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie. Et là, on voit qu'ils prennent des mesures, qu'ils disent de ne pas aller jouer dans les bacs à sable avec les enfants, qu'il faut nettoyer sa salade de façon approfondie pour éliminer toute particule éventuelle. Il y a une fameuse émission où une consoeur, Corinne Lalo, montre une salade sur le pont de Kiel et dit de ce côté-ci on la nettoie, de ce côté-là on ne la nettoie pas. Je me trouve à la frontière entre la France et l'Allemagne. De ce côté-ci, c'est la France et la salade est jugée parfaitement saine. Mais de ce côté-là, c'est l'Allemagne et la salade est jugée dangereuse pour la consommation car trop chargée en particules radioactives. Elle est par conséquent interdite à la consommation. 48 heures après la catastrophe, les Français découvrent qu'on leur a menti en toute impunité. Lundi suivant le samedi, 8 colonnes à la une de toute la presse française. Le nuage de Tchernobyl a bien traversé la France. Des confrères de l'Express ont en main des mesures faites par un certain nombre de scientifiques qui disent oui, il y a augmentation de la radioactivité. Dans certaines zones de l'Est de la France, dans certaines montagnes, en Corse, des doses à des niveaux suffisants pour que ça entraîne, par exemple, des cancers de la thyroïde. 2 semaines plus tard, on apprendra qu'il s'agissait d'un complot au plus haut niveau de l'État, sur ordre de François Mitterrand, président de la République, et de Jacques Chirac, Premier ministre. Comment les pouvoirs publics ont-ils pu délibérément mentir, au risque de mettre en danger de mort certains de nos concitoyens? L'explication est terriblement cynique. La France était un pays, et est toujours d'ailleurs un pays où il y a plus de 70% de l'électricité qui est produite par des centrales nucléaires. La politique à l'époque, c'était il n'y a aucun danger avec le nucléaire. Évidemment, les conséquences d'une explosion, on ne veut pas que ça arrive chez nous. On ne veut pas que ça panique la population, parce que sinon ça remettrait en cause ce parc nucléaire
Alors, depuis Tchernobyl et son mensonge d'État, dès qu'une catastrophe survient, nombreux sont ceux qui, forcément, vont remettre en cause la thèse officielle. C'est exactement ce qui s'est passé en avril 2019, lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris. En début de soirée, on découvre sur les chaînes d'information en continu la cathédrale Notre-Dame de Paris en train de brûler. Ce jour-là, je descends dans le métro et je commence à regarder les sites d'information. Et là, je vois incendie de Notre-Dame. Tout de suite, une dame à côté de moi qui était au téléphone dans le métro qui disait « Mais c'est incroyable, il y a un incendie à Notre-Dame ». C'est pas un petit incendie, c'est un incendie absolument immense qui détruit tout. La charpente en bois vieille de 800 ans, les échafaudages du chantier nouvellement installés, et même la flèche emblématique réalisée par Viollet-le-Duc au XIXe siècle. Tout est en train de partir en fumée. Entre désespoir et fascination, la planète assiste, impuissante, au bûcher de la cathédrale la plus célèbre de l'histoire. On est effaré devant notre télé de voir ce monument millénaire qui est en proie aux flammes et qui est en train littéralement d'être réduit en cendres sous nos yeux, quoi. Je vois ça avec émotion et tristesse. Et voilà, c'est abominable. Les gens pleurent dans la rue, c'est terrible ce qui se passe. Notre-Dame, après la Tour Eiffel, c'est le lieu le plus visité de France et qui est un lieu qui génère chez tous les Français dans le monde une affection particulière. C'est quand même, si on est croyant, quelque chose de fondamental. Si on est juste citoyen français, ça fait partie, c'est une grosse pièce de notre patrimoine. On se dit, mais comment Notre-Dame, qui est quand même le monument emblématique de Paris, comment Notre-Dame peut brûler ? Très vite, pour expliquer l'inconcevable, tous les scénarios sont envisagés. Au moment où Notre-Dame est en flammes, nous ne savons pas si c'est un accident, un attentat, un acte malveillant. On n'a aucune idée des causes de l'incendie, donc on se garde bien de penser quoi que ce soit. Il y a un désir de résoudre cette énigme, évidemment. Les réseaux sociaux vont extrêmement rapidement ruisser d'hypothèses. Sur l'autre trottoir! L'autre trottoir! Et justement, c'est une mystérieuse vidéo postée sur Internet vers 19h50, à peine 1 heure après le début de l'incendie, qui va faire naître la polémique. Publiée par un internaute espagnol, elle montre un homme seul sur une coursive entre les 2 tours de Notre-Dame, alors que tout le monde est censé avoir évacué la cathédrale. Un internaute croit déceler dans la tour sud de Notre-Dame potentiellement la présence de l'incendiaire de Notre-Dame. Et on ne sait pas ce que fait cette silhouette qui se déplace. Notre cerveau peut y voir, par exemple, un homme avec une barbe et une djellaba. Enfin, tout est possible. D'où sort ce type en djellaba, 30 minutes après les départs de feu? Les djihadistes auraient-ils une nouvelle fois frappé Paris? Il faut dire que depuis 2015, avec les massacres perpétrés à Charlie Hebdo et au Bataclan, les Parisiens vivent dans la hantise d'un nouvel attentat islamiste. Et justement, Notre-Dame a déjà échappé par le passé de peu à un attentat. Notre-Dame, c'est aussi le lieu où 3 ans auparavant, 3 jeunes filles avec des bonbonnes de gaz ont essayé d'y mettre le feu en le faisant exploser. Et donc, ça pouvait être, bien sûr, une démarche des islamistes. Quelques minutes plus tard, une autre vidéo est publiée sur Internet. Regardez à nouveau les coursives de la cathédrale, dans une version de bien meilleure qualité. L'homme que certains ont pris pour un musulman serait en réalité l'un de ces manifestants habillés de jaune qui, depuis quelques semaines, mettent le feu sur les Champs-Élysées. On trouve une image d'un type en gilet jaune. Un gilet jaune qui est monté en haut Notre-Dame, qui a peut-être mis le feu. Donc la présence d'un individu revêtu d'un gilet jaune dans la cathédrale au moment de l'incendie pose forcément des questions. Cette hypothèse, sur le moment, est crédible parce qu'on est encore dans le feu d'action. Notre-Dame est en flammes, tout le monde est affolé.
Pour de nombreux internautes, les preuves sont là. L'incendie de la cathédrale ne peut être qu'un acte criminel. Très rapidement, c'est la thèse de l'attentat qui prend le dessus sur la thèse de l'accident sur les réseaux sociaux et sur Internet. Pour beaucoup, c'est en tout cas l'œuvre d'un pyromane ou d'un groupe de pyromanes. On a voulu là attenter à un symbole de la France éternelle, de la France chrétienne, catholique également. Vous allez avoir sur les réseaux sociaux des explications par le complot maçonnique, des explications par le complot juif, qui se venge de ce qui s'est passé au XIIIe siècle. Enfin, on va avoir ce genre de théorie, quoi. On ouvre la page de n'importe quel réseau social, c'est en tête des discussions et le nombre de tweets, par exemple, partagés ou publiés par rapport à ça, ce compte, c'est centaines de milliers de tweets. C'est démentiel. 2 heures seulement après le début de l'incendie, les réseaux sociaux sont déchaînés. À tel point que vers 21h, le parquet de Paris tente de calmer le jeu par le biais d'un communiqué. Une petite déclaration du procureur de la République qui, contre toute attente, va mettre le feu aux poudres. Alors, ce que l'on peut dire à ce stade, c'est que c'est la thèse accidentelle qui est privilégiée, la thèse d'un départ de feu, donc au niveau de la charpente, en lien avec les travaux en cours d'exécution. Il dit « La piste accidentelle est à privilégier, rien ne va dans le sens d'un acte volontaire, tant mieux, mais en même temps, il dit « Ce sera très long et complexe, il faut 50 enquêteurs, ça prendra des mois, mais on sait que c'est un accident. Circuler, il n'y a rien à voir. » Alors que l'incendie n'est pas encore éteint et qu'aucune enquête n'a encore été diligentée, les complotistes s'étonnent de voir déjà apparaître une version officielle, celle d'un accident. La thèse criminelle, elle, est d'emblée écartée. Les réseaux sociaux s'en donnent à cœur joie. Avant toute enquête, les médias français concluent qu'il n'y a rien de suspect dans l'incendie de Notre-Dame de Paris. Je trouve ça suspect. On se dit, mais pourquoi dire que c'est un accident alors qu'on ne sait pas à ce moment-là? On se dit, mais comment ils peuvent savoir? L'enquête n'a même pas commencé. Donc c'est ça qui a mis, à mon avis, tout le monde des complotistes en action. En disant, mais s'ils nous disent, alors que l'incendie est en train de continuer, que c'est accidentel, c'est qu'ils savent que c'est criminel. Ils ont parlé très vite, et donc ça a paru suspect. De nombreux Français ont la certitude qu'on leur ment. L'un d'entre eux va alors dénicher ce qu'il croit être la preuve ultime que nous avons affaire à un acte volontaire. Il s'agit d'une photo saisissante qui montre le pyromane en train de contempler son œuvre. C'est une photo choc. On voit une silhouette au niveau des toits de la cathédrale et qui semble regarder l'incendie en train de se produire. Elle va être publiée, puis elle va être commentée surtout avec le commentaire d'un homme immobile. Comme s'il se nourrissait du spectacle de l'incendie de Notre-Dame en jubilant. Et cet homme ne peut être qu'à l'origine de l'incendie. Il y a une part de quête personnelle, de trouver soi-même la vérité et de la révéler aux autres, comme si on était un peu le Messie. Et on dit, voilà, moi en fait je suis le seul, j'ai compris ce que c'est, tenez, regardez. Et donc il y a une jubilation à être repris après par tout Internet, par tous les internautes. Cette image incroyable va effectivement faire mouche chez tous ceux qui ont les yeux rivés sur Twitter ou Facebook, y compris des hommes politiques. Parmi eux, Jean Messia. Cet élu du Rassemblement national va ajouter de l'eau au moulin de ceux qui réfutent la thèse de l'accident. Des sources parlent de 2 départs de feu. Si cette information était confirmée, la thèse de l'accident deviendrait bancale. Alors qu'il ne repose sur aucun argument scientifique, le tweet de Jean Messia va faire boule de neige. Son tweet est énormément repris parce que ça y trouve l'écho chez beaucoup de gens qui trouvent qu'effectivement il y a quelque chose de pas normal. C'est aussi l'intime conviction d'un autre élu de la République, Philippe Carsanti, adjoint au maire de Neuilly-sur-Seine. Et il va beaucoup plus loin. Interviewé par Fox News, une chaîne de télévision américaine, l'homme va jusqu'à comparer l'incendie de Notre-Dame aux attentats du 11 septembre 2001.
Qu'avez-vous vu et que savez-vous? Nobody died. I mean, it's like a 9/11. It's a French 9/11, you know. Of course, you will hear the story about the politically correct, the political correctness, which will tell you that it's probably an accident. Monsieur, nous ne sommes pas là pour spéculer sur les causes d'un événement dont nous ne savons rien. Le journaliste qui le coupe en estimant qu'il va trop loin dans ses paroles. Et le simple fait d'avoir été coupé par ce journaliste, son interview va être reprise et elle va elle-même servir de carburant à alimenter en tout cas les théories du complot en disant bah, regardez, voyez bien, même quand un responsable politique français est interviewé sur une chaîne étrangère, il n'a pas la liberté de parole et dès qu'il dit quelque chose de vrai, et ben voilà, on lui coupe la parole et parce que sa parole dérange et parce qu'il dit la vérité. La thèse selon laquelle le gouvernement nous cache quelque chose s'amplifie. Et cela grâce à un autre homme politique, Nicolas Dupont-Aignan, le patron du mouvement Debout la France. Beaucoup de gens dans la rue m'ont dit ce matin, dites bien à la télé qu'on veut savoir pourquoi c'est arrivé. Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est un attentat? C'est dans cette matinée-là qu'il y a quelque chose qui m'ébranle et qui me fait poser des questions. C'est que je rencontre par hasard un monsieur d'un certain âge qui me dit « Monsieur Dupont-Aignan, j'ai passé 42 ans à tailler la pierre dans cette cathédrale. J'ai pris mon train de banlieue à 6 h du matin pour venir voir mon bébé. » Et il me dit « Vous qui avez la parole, dites bien aux Français qu'une charpente de 800 ans, je la connais, ne brûle pas comme ça. » Nicolas Dupont-Aignan a instillé le doute sur les véritables raisons de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Il est aussitôt accusé d'alimenter les thèses complotistes. Celui qui semble avoir un peu fissuré ou en tout cas a introduit un élément un peu perturbateur, c'est vous, Nicolas Dupont-Aignan. Il y a eu beaucoup de réactions assez négatives là-dessus. Écoutez, on vit dans un pays de fous. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? J'ai pas le droit de dire ça, mais on vit où? Mais à quoi on sert? C'est insupportable pour moi de me dire que je vis dans une démocratie où toute personne qui pose des questions est immédiatement assimilée par les gardiens du dogme pour un complotiste, parce que je n'ai rien d'un complotiste. Les doutes de Nicolas Dupont-Aignan agacent jusqu'au plus haut sommet de l'État. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, n'hésite pas à tacler fermement le leader de Debout la France. Toute la vérité sera faite. Mais on n'est pas responsable politique quand on se complaît dans le complotisme. Le seul mec qui dit « je veux savoir qu'est-ce que c'est », on lui dit « t'es un méchant ». Voilà. Bon. Les déclarations de Nicolas Dupont-Aignan vont faire l'effet d'une bombe. Dans la foulée, des milliers d'internautes vont traquer le moindre indice pour démontrer que la charpente de Notre-Dame n'a pas pu s'embraser de manière accidentelle. Si vous fouillez, que vous avez un peu de temps et de motivation, vous allez trouver des choses étranges, évidemment. En un minimum de temps, on a des centaines de milliers de personnes qui se retrouvent experts, en fait. Tout le monde se retrouve un peu expert en incendie, en flamme, en combustion. Il y a des tas d'internautes qui ont pris une poutre et avec un chalumeau, ils ont, pendant un quart d'heure, allumé. Et la poutre n'a pas brûlé. Je fais cette petite vidéo pour vous prouver que ce qui s'est passé à Notre-Dame de Paris, c'est pas accidentel. Une poutre de 300 ans. Chalumeau, 1200 degrés. On va voir combien de temps il met pour brûler. Voilà, nous filmons depuis déjà 3 minutes. C'est une bonne volonté déjà. C'est pas un mégot. Hein. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Hein? Il est où le feu? Il est où le feu? Il est où le feu? Des poutres qui ne pourraient pas s'enflammer accidentellement. Ce gilet jaune sur les coursives de la cathédrale. Cet homme qui regarde l'incendie sur le toit. Enfin, cet empressement des autorités à démentir la thèse terroriste. Internet et les réseaux sociaux auraient-ils mis en lumière en quelques heures un mensonge de l'État? Qui peut penser, franchement, que les forces de police en France, en République, la justice, même la classe politique, les ministres, le président de la République, l'Élysée, vont se lancer dans un
dans une dissimulation d'une affaire aussi grave, s'il s'était agi d'un attentat ou d'un acte criminel? Pourquoi? Pourquoi faire ça? La préfecture a fait acte de communication politique, cherchant à faire taire les rumeurs. Et évidemment, c'est totalement contre-productif. Et pour ce qui est des prétendus indices et des preuves apportées par les complotistes d'Internet, vous allez voir qu'elles ne reposaient en réalité sur rien de sérieux. À commencer par ce gilet jaune qui se déplaçait sur la coursive aux premières heures de l'incendie. Il s'agissait en réalité d'un simple pompier. En vérifiant les images, en contemplant de bout en bout le passage de cet homme, on va se rendre compte qu'en fait, cet inconnu était tout simplement en train de faire son travail. L'un des responsables des sapeurs-pompiers de Paris va expliquer que c'était un homme à eux qui venait de monter depuis une échelle pour essayer de localiser les départs de foyer des flammes. Maintenant, regardez. La même image, mais de meilleure qualité, montre sans aucune équivoque qu'il s'agissait bien d'un pompier. Un des éléments auxquels les complotistes ont oublié de penser, c'est effectivement que les pompiers, quand ils interviennent pour se repérer, ils ont des gilets de couleur en fait, jaune et orange aussi. On voit comment, dans des circonstances de ce genre, une image va donner lieu à interprétation. Nous avons tendance à projeter des formes et à projeter des choses qui répondent à nos craintes ou à nos fantasmes. C'est aussi exactement ce qu'il s'est passé avec la photo de cet homme regardant la charpente brûlée. Cette photo de l'homme en haut de Notre-Dame en train de contempler les femmes comme si c'était son œuvre diabolique, il s'agit simplement d'une statue d'un évêque. Il y avait des effets d'échelle qui expliquaient que s'il avait fallu mesurer cet homme au regard de la prise de vue, il aurait mesuré plus de 6 mètres de haut. Il y en a plein des statues sur Notre-Dame, donc ça veut dire qu'on aurait pu voir des milliers d'hommes sur Notre-Dame. Et puis, il reste un mystère à éclaircir. Par quel miracle les vieilles poutres de la charpente se sont-elles embrasées? En réalité, il existe une explication toute simple, qui figure en toutes lettres dans un rapport du CNRS datant de 2016. En voici un extrait, sans équivoque. La concentration de poussière, stratifiée au cours des siècles, peut avoir un effet explosif. Effet pouvant être activé par un court-circuit ou simplement par les fils électriques des systèmes d'alarme de l'échafaudage utilisés pour les travaux de rénovation. Nous avions donc alerté le CNRS sur les risques d'incendie. Nous avions aussi dit que même la foudre aurait pu déclencher un feu. Au vu de ce rapport, il apparaît donc tout à fait possible qu'un incendie accidentel se soit déclaré sur la charpente de Notre-Dame. Cette thèse sera finalement confirmée par les conclusions de l'enquête de police, 3 mois après le drame. Le 26 juin, le parquet de Paris clôt l'enquête préliminaire en expliquant que, comme elle l'avait dit à l'époque, effectivement, il n'y a pas d'acte de malveillance, que la thèse accidentelle est retenue. Jusqu'à preuve du contraire, aucun attentat n'a donc jamais été commis dans le cœur de Notre-Dame. Pourtant, sous l'emprise des hypothèses plus ou moins fumeuses publiées sur Internet, de nombreuses personnes vont continuer à soutenir l'inverse. Et l'une d'entre elles va commettre l'irréparable. 2 coups de feu ont été tirés cet après-midi près de la mosquée de Bayonne. 6 mois après l'incendie, persuadé que ce sont des musulmans qui ont mis le feu à la cathédrale, un individu a pris les armes. 2 hommes ont été grièvement blessés. Le tireur présumé, qui tentait d'incendier la porte de la mosquée, a été interpellé près de son domicile. Il explique son geste par sa volonté de venger la destruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris en affirmant que l'incendie de cet édifice a été provoqué par des membres de la communauté musulmane. Par miracle, cette fois, il n'y a pas eu de mort. Mais ce drame, à lui seul, n'est-il pas emblématique des dangers du complotisme ? Cet imaginaire complotiste, conspirationniste, aujourd'hui, il fait partie du décor. Il a convaincu une proportion importante de l'opinion. Donc il va falloir composer avec, c'est-à-dire qu'il va falloir apprendre à vivre avec les conspirationnistes. Ce à quoi il faut s'attaquer, c'est les raisons pour lesquelles les gens n'ont plus confiance dans les politiques, n'ont plus confiance dans les institutions. Il va falloir
apprendre à gérer cela mieux qu'on le fait aujourd'hui, en étant moins complaisant avec tout cela, en étant moins indulgent aussi, en promouvant les seules armes dont on dispose, c'est-à-dire la raison, la méthode scientifique, le raisonnement méthodique, la critique oui, mais avec méthode. Mais un long décryptage étayé de preuves suffira-t-il à convaincre ces millions de sceptiques et d'indécis que la vérité est plus forte que le mensonge? Pas si sûr, car dans le monde des conspirationnistes, la preuve irréfutable n'est jamais une preuve indiscutable. La scène que vous allez voir a été à l'origine d'incroyables spéculations sur le président des États-Unis, Donald Trump, et sa femme, Melania. The President of the United States and First Lady Melania Trump. Nous sommes dans les jardins de la Maison-Blanche, un jour éminemment symbolique. Nous sommes le 4 juillet 2020. Le 4 juillet aux États-Unis, c'est la fête nationale, c'est-à-dire le jour d'indépendance américaine. Donald Trump est à la tribune, fait un discours debout. The First Lady and I are delighted to welcome you. Pourtant, malgré le caractère très solennel de la cérémonie, Melania Trump va se comporter de manière choquante. Donald Trump s'adresse à Melania en lui demandant de se lever. On voit bien qu'il se passe quelque chose, on essaye de lire sur les lèvres. Alors que son mari lui demande de se lever, la First Lady refuse catégoriquement. Elle reste assise, tout simplement. Et elle ne cherche même pas à s'en cacher. On la voit faire non de la tête. L'ensemble des Américains est témoin oculaire d'une scène de ménage entre le président et la première dame. Cette séquence surréaliste confirme ce dont beaucoup se doutent depuis déjà des mois. Rien ne va plus dans le couple Trump. Même s'ils se sont peut-être séparés dans les faits, ils doivent continuer de vivre ensemble pour donner une certaine image. On est là face à un couple qui, dans l'intimité, est probablement très passablement dégradé. Il faut dire que cette scène n'est pas la première du genre. Elle vient couronner une longue série d'humiliations infligées par Melania à son époux. Comme ce 23 avril 2018, lors de la venue d'Emmanuel et Brigitte Macron à la Maison-Blanche. On se souvient de ces images, c'est peut-être cette main qui s'enlève. Ou encore, lors de déplacements officiels, la première dame a plus d'une fois rembarré son mari. Peu importe que les caméras du monde entier en soient témoins. On l'a vu à Tel Aviv en mai 2018. On l'a vu même refusant un baiser de Donald Trump. Alors, en soi, cet énième refus d'obéir à son mari pendant les festivités du 4 juillet aurait presque pu sembler anecdotique. Sauf que certains, par un surprenant raisonnement, vont y voir la preuve ultime d'un complot, une prodigieuse machination qui aurait été orchestrée au sein même de la Maison-Blanche. Car regardez, cette scène du 4 juillet, des internautes vont la comparer à d'autres apparitions de Melania Trump, où curieusement, elle semble très différente. Ici, on la voit donner la main à Donald Trump, presque tendre. Là, elle se laisse embrasser. Une femme à 1000 lieues de la Melania revêche à laquelle les Américains sont désormais habitués. Ce saisissant contraste va faire naître, à l'égard du couple présidentiel, des soupçons ahurissants. Et cette image, elle confirme auprès d'un certain nombre d'Américains une théorie qui peut apparaître totalement folle. Il n'y aurait pas une Melania Trump, mais deux Melania Trump. En clair, des conspirationnistes sont persuadés que la First Lady se ferait remplacer par une doublure lors de certaines apparitions publiques.
Et selon les partisans de cette théorie, c'est on ne peut plus logique, car chacun dans le couple présidentiel aurait grand intérêt à recourir à cette supercherie. Du côté de Melania, ça lui permettrait d'être tranquille et de ne pas se coltiner son mari au cours de longs dîners ou de voyages à l'étranger. Melania, elle est tellement mauvaise, elle est tellement mécontente dans cette fonction que le président, ça l'arrange de la changer et de mettre quelqu'un d'autre à sa place. Et on va rentrer dans une théorie du sosie. Comme Melania Trump devenait de plus en plus ingérable, et les complotistes ont pensé qu'ils l'avaient remplacée pour que son sosie soit plus docile et obéissant. Le but de ce complot, ce serait de sauver l'image du couple en vue de la réélection de Donald Trump. Alors, Melania Trump se serait-elle fait régulièrement remplacer par un sosie? Cette théorie séduit rapidement des millions d'Américains, mais ont-ils raison d'y croire? Vous allez le voir. Comme dans de nombreuses théories du complot, le moindre détail peut prendre une signification déconcertante, au point de faire douter les esprits les plus avisés. Michael Jackson est mort cette nuit à 50 ans. Et si Michael Jackson n'était pas mort? Le fait que le cercueil soit fermé, c'est une évidence, c'est qu'il n'y a rien dedans, c'est que le cercueil est vide. Il serait en France, notamment à Paris. Et si l'on nous imposait le port du masque pour nous manipuler? On vous fait croire que cette merde-là, ça protège quelque chose. On m'empêche de respirer. On me muselle. Ça sert à tester la soumission. Et si les époux Trump avaient organisé non pas un, mais plusieurs complots au sommet de l'État? Ces photos sont espacées de quelques minutes seulement. Et si tout ça n'était qu'une gigantesque farce, si au fond il n'avait pas été malade? Plus fort encore, et si la Terre sur laquelle nous vivons était tout simplement plate? Comment fait-on pour vivre la tête en bas? La Terre est soutenue par des tortues géantes. Il y a cette idée d'un complot des scientifiques contre la religion. Jurez sur la Bible que vous avez marché sur la Lune, vous êtes un menteur. Ce soir, nous vous proposons un nouveau voyage dans le complotisme. Comment naissent ces théories ahurissantes? Qui les fomente? Pour quelles raisons? Vérité ou mensonge? W9 vous aide à y voir plus clair. Ce qui au départ pouvait apparaître comme une des théories du complot les plus farfelues qui soient, va pourtant très vite prendre des proportions démesurées. Tout commence par un reportage sur un déplacement du couple présidentiel. Ce 8 mars 2019, Donald et Melania Trump se rendent en Alabama, après le passage d'une terrible tornade qui a dévasté la région et fait de nombreux morts. L'heure est au recueillement. Pourtant, très vite, les commentaires sur les réseaux sociaux prennent une tournure inattendue. Apparaissent sur les réseaux sociaux un certain nombre de soupçons en disant mais c'est pas vraiment Melania qu'on a vu. Le changement de Melania est le pire que j'ai vu depuis qu'on a remplacé Tante Vive dans Le Prince de Bel-Air. Un détail particulier va interpeller les internautes. C'est la taille de Melania Trump. Car, chose étrange, ce jour-là, Melania Trump semble bien plus petite que son mari. Or, il n'a échappé à personne qu'en temps normal, la première dame est aussi grande que lui. Elle n'a pas la même taille que d'habitude. Ce n'est pas Melania, c'est un sosie. Et cette idée-là commence à partir et se propage à toute allure. Et puis, autre détail troublant, Melania tient fermement la main de son mari et ne semble pas chercher à le fuir comme elle le fait habituellement. Le lendemain, le débat enflamme le plateau d'un célèbre talk show américain, The View. Les chroniqueuses sont perplexes, même si leur connaissance de la Maison-Blanche les porte à croire que le scénario de la doublure est tiré par les cheveux. Les services secrets américains n'utilisent pas de sosie. Enfin, je sais pas s'ils nous le diraient, mais c'est comme au cinéma. Mais la rumeur est partie. Et étonnamment, c'est le président lui-même qui, malgré lui, va apporter de l'eau au moulin des conspirationnistes.
En effet, le lendemain du débat à la télévision sur le sosie de Melania, Donald Trump réagit violemment par le biais de sa porte-parole, Stephanie Grisham. Au sein de la Maison-Blanche, eh bien, il y a un démenti officiel par l'intermédiaire d'un tweet. Comme d'habitude, The View choisit de rire face à la tragédie. Honteux. D'une certaine manière, en lui donnant de l'importance, en parlant, en faisant un communiqué, la Maison-Blanche et Donald Trump légitiment d'une certaine manière cette rumeur. Puisqu'il réagit, c'est donc qu'il y a quelque chose de louche derrière tout ça. Et le cycle infernal, la machine infernale est partie. Dès lors, des milliers d'Américains, convaincus que le couple présidentiel leur cache quelque chose, vont n'avoir de cesse d'aller chercher d'autres preuves de l'existence d'une fausse Melania. L'attrait des théories du complot, on le comprend bien en psychologie par justement la façon de penser de notre cerveau qui est basée sur cette pensée de type intuitive. C'est-à-dire que tout ce qui est élément bizarre nous intéresse. Le mécanisme complotiste commence par une phase négative, c'est bizarre, est-ce que c'est vraiment ce qu'on nous raconte? Et à partir du moment où le soupçon s'est formé, passe la phase de confirmation positive. Je vais rechercher des indices qui vont confirmer ma thèse. Et la pêche aux indices va être bonne. Les célèbres gaffes de Donald Trump, par exemple. Certaines vont sembler plus qu'étranges. Une influenceuse américaine, Amanda Blunt, déterre ainsi des propos prononcés par le président lors d'un discours devant l'armée américaine à l'automne 2017, après le passage de l'ouragan Irma. Je déteste les théories du complot, mais vous vous souvenez du jour où il a dit « ma femme aurait voulu être ici » ? Amanda Blunt relève que Donald Trump, au moment de son discours, regrette que son épouse, Melania Trump, n'ait pas pu l'accompagner, qu'elle ne soit pas là. Or, le problème, c'est que Melania Trump est à côté de lui. Je voulais remercier tout le monde, les premiers secours de la part de moi-même, du vice-président. Melania aurait vraiment voulu être là avec nous. Comment le président pouvait-il l'oublier ? Ces propos de Donald Trump vont être immédiatement interprétés par les partisans de la théorie du sosie comme un aveu. Si le président regrette que Melania ne soit pas là, ce serait tout simplement que la femme présente à ses côtés ne serait pas la First Lady, mais bel et bien une doublure. À partir du moment où il y a une suspicion, où on cherche une explication, on va très vite trouver une confirmation. Et à partir de là, on va commencer à scruter le visage et on va voir ce qu'on veut secrètement voir, c'est-à-dire des différences dans le visage. Les pommettes ne sont pas comme ça, le nez est un petit peu comme ça. Les complotistes ont cette tendance à aller chercher des petits détails dans les vidéos ou ralentis ou des détails de photographie. Donc toutes les théories du complot sont basées sur ces éléments d'apparence bizarre. Désormais, toutes les apparitions de Melania Trump, présentes et passées, sont systématiquement scrutées par les complotistes. Ainsi, son atterrissage à Bruxelles, à l'occasion du sommet de l'OTAN, le 11 juillet 2018. Le couple présidentiel descend d'Air Force One et les internautes s'aperçoivent qu'il y a quelque chose de changé dans le visage de Melania Trump. L'attitude étrange de la première dame, la rondeur inhabituelle de son visage, mais aussi la couleur de ses cheveux, intrigue de nombreux internautes qui doutent sérieusement de l'identité de la femme qui s'affiche aux côtés de Donald Trump. La fausse Melania est de retour. Si on me demandait en mon âme et conscience de jurer que c'est absolument la même femme sans preuve scientifique, je ne serais pas capable de le dire. Et toutes ces théories qui fleurissent sur Internet eh bien, vont être reprises par la grande presse généraliste. La théorie du sosie de Melania fait tache d'huile, à une vitesse impressionnante. Un Américain sur deux croit en une théorie du complot. Et dans l'électorat de Donald Trump, c'est tout simplement les 3/4 qui croient au fait que Melania Trump n'est pas Melania Trump. Et pour mieux se convaincre du bien fondé de leur scénario, les conspirationnistes
avancent un dernier argument. Ce ne serait pas la première fois qu'un chef d'État ferait appel au service d'un sosie. Il est historiquement prouvé que beaucoup de chefs d'État, ou un certain nombre de chefs d'État, ont utilisé des sosies. Ça a été le cas pour Hitler, pour Staline. On sait notamment que Saddam Hussein faisait appel à 3 sosies en fonction de ses rendez-vous, de la possible menace qui pouvait peser sur sa vie. Et d'ailleurs, ça a été confirmé par une grande enquête de Libération en 2003. Mais alors, cette accumulation d'éléments troublants signifierait-elle que finalement la théorie du sosie de Melania Trump tiendrait bien la route? En réalité, vous allez le voir, aucun des arguments avancés par les adeptes de la théorie du sosie ne tiennent face au simple bon sens. Chacun peut s'expliquer avec une facilité déconcertante. Ce qu'on peut aussi répondre aux internautes partisans de la théorie du complot, c'est que on n'a pas tous les jours la même tête. Notre visage bouge en fonction de notre fatigue, si nous avons comment nous sommes coiffés, de quelle humeur nous sommes ce matin. Pour preuve, la démonstration que va faire cet humoriste américain, Trevor Noah, dans son show télé, diffusé peu après l'apparition de la vraie fausse Melania en Alabama. Il y a des jours où Melania a une apparence un peu différente. C'est un être humain. Chaque personne a une tête un peu différente tous les jours. Là, c'était moi il y a 2 mois. Là, c'était moi il y a 3 ans. Et moi voici hier quand j'ai appris que Jennifer Lopez s'était fiancée. Le personnage de Melania est assez sensible, assez vulnérable aux rumeurs, parce que c'est quelqu'un qui se cache, qui change beaucoup aussi de physionomie, qui a souvent des lunettes noires. Et cette personnalité-là, mystérieuse, toujours évanescente, évidemment alimente le fait que peut-être ce n'est pas la même personne. Et puis, souvenez-vous, lors de cet hommage aux victimes de la tornade en Alabama, les partisans de la théorie du sosie voulaient nous convaincre qu'il était impossible que la vraie First Lady soit aussi petite. Mais là encore, l'explication est limpide. Ils oublient seulement une chose, c'est que Melania Trump, 99% du temps, porte des hauts talons. Sauf que ce jour-là, Melania Trump, elle avait décidé de ne pas mettre de talons. Elle était en basket. Ce qui lui donnait évidemment une taille beaucoup plus petite que son mari. Force est de constater que la théorie du complot sur le sosie de Melania Trump comporte de multiples invraisemblances. Cette idée d'un sosie de Melania, c'est d'ailleurs comme beaucoup de théories du complot, sur le 11 septembre, sur l'assassinat de Kennedy, sur plein d'autres choses, ça se heurte à une idée simple, c'est qu'effectivement, il faudrait que le secret soit étanche, soit totalement partagé. Or, imaginez le nombre de personnes qui sont confrontées au couple présidentiel. Ce n'est juste pas possible. Dans son équipe, quelqu'un aurait forcément fini par dire quelque chose, ne serait-ce que pour gagner de l'argent. Il me semble que si on est rationnel, entre le risque de se faire prendre la peine que ça demanderait, tout ça pour éviter quoi? Que Melania fasse la gueule devant les caméras. Si on pèse les avantages et les coûts d'un côté ou de l'autre, il me semble que si j'étais à la place de Donald Trump, je ne courrais pas ce risque. Alors c'est intéressant cette théorie du double, cette théorie du complot du double, du sosie, parce que ça fait référence justement à la fascination humaine pour le double, pour la question du double. On est fasciné par les jumeaux, le clonage aussi alimente tous les fantasmes. Et donc cette théorie du complot du sosie vient se greffer là-dessus. Alors là, il y a une ironie de l'histoire, c'est que c'est l'arroseur arrosé. C'est le président américain Donald Trump lui-même, diffuseur d'un certain nombre de théories du complot, qui est lui-même arrosé par une théorie du complot qui touche son propre couple.
Et s'il restait des sceptiques sur cette théorie du sosie, nous avons demandé à la science de se poser en arbitre et d'y mettre un point final. À Antibes, le département sécurité numérique de l'école d'ingénieurs Eurecom s'est passionné pour notre enquête. Nous avons proposé à son responsable, le professeur Jean-Luc Dugelet, de comparer des dizaines de photos de la vraie Mélania et de son supposé sosie. Et la machine a parlé. Nous avons l'image de départ, on isole la partie oculaire, labiale et le nez. C'est ça qui nous intéresse pour reconnaître les personnes, donc la partie encadrée en vert. Ensuite, on va localiser un certain nombre de caractéristiques faciales, vous voyez les points verts. Et ça nous permet de redresser l'image, de les réaligner. Donc toutes les images de la véritable Mélania ou de la supposée doublure passent par ces traitements. Ça facilite la comparaison. Toutes les photos sont passées par la moulinette du logiciel. Voici donc le verdict. Les différences sont principalement dues au fait de la différence de qualité des deux ensembles. Éclairage, lunettes, sourire, pose, etc. En fait, ces petites différences ne sont pas suffisantes pour la machine, et la machine conclut que c'est bien la même personne. La supposée doublure de Mélania, au jour d'aujourd'hui, passerait sans problème un contrôle d'aéroport qui serait basé sur un algorithme automatique de reconnaissance de visage. Mélania au bras de son mari est donc bien la vraie. Donald Trump n'a donc pas engagé de doublure pour sauver les apparences. Pour autant, il existe, vous allez le voir, une autre théorie du complot qui repose exactement sur les mêmes bases. Mais celle-là est plus tenace. Depuis plus de 11 ans, elle tente de ressusciter l'une des plus grandes stars mondiales de la musique. Nous sommes à Barcelone, le 27 novembre 2019. Ce jour-là, un Espagnol va lâcher, bien malgré lui, une bombe sur Internet. Hi guys, I see you in Private Gracia, the 11th February, for my show in Nizhny Novgorod. I am Sergio Cortés. I see you soon. Sur sa page Facebook, l'individu prétend s'appeler Sergio Cortés. Et il se présente comme un sosie de Michael Jackson. Mais sa ressemblance avec le chanteur est si frappante que certains internautes vont échafauder une hypothèse hallucinante. Certains sont persuadés d'avoir reconnu Michael Jackson. Les fans de Michael Jackson, les plus hardcore, vont être persuadés que cet homme n'est pas un sosie de Michael Jackson, mais Michael Jackson qui lui-même se fait passer pour un sosie. Cette vidéo, c'est le tour du monde, c'est créer le buzz sur la toile d'une manière incroyable. Il faut dire qu'il est quasiment impossible de distinguer le vrai du faux Jackson. Il y a cette tête assez reconnaissable quand même, c'est ce petit menton, ce petit nez, etc. Il y a aussi un peu le regard, parce qu'il a ce côté un peu timide. Sa voix, c'est un sosie vocal de Michael Jackson. Hi guys, Michael Jackson fans. Come watch her concert. Le timbre, le débit, la voix de Sergio Cortés est elle aussi une copie parfaite de l'original. On the 21st December, ABN. My final show performances in London. On peut se dire c'est Michael Jackson ressuscité, c'est Michael Jackson qui n'est pas mort, qui continue sa carrière en tant que sosie. Oui, c'est totalement crédible. La ressemblance est frappante. On peut s'y laisser prendre. Et il y a encore plus troublant. Regardez cette vidéo réalisée quelques semaines plus tôt.
Sur scène, Sergio Cortés chante et danse exactement comme le roi de la pop. Il a réussi à reproduire des chorégraphies qui sont extrêmement complexes, et tout ça en chantant. Et tout le monde sait que chanter et danser en même temps, c'est pas simple. Pour certains fans du chanteur décédé, la confusion est totale et insupportable. Carmen was me perfect at Hollywood Batalla. Alors, 2 jours après l'annonce de son concert à venir, ils vont mettre le sosie de Michael Jackson au pied du mur. Les fans les plus acharnés vont exiger de lui des tests ADN pour prouver, comme un criminel lambda, qu'il n'est pas Michael Jackson. Et là, le type, il est quand même saisi, quoi. Il leur dit, mais non, j'ai pas à faire de test ADN pour quelques millions de tarés. À ce jour, les doutes sur la véritable identité de Sergio Cortés ne sont donc toujours pas officiellement levés. Mais il y a fort à parier que l'histoire ne s'arrêtera pas là. Car depuis la disparition du chanteur le 25 juin 2009, sa mort n'a cessé de susciter les thèses les plus extravagantes. Triste nouvelle ce soir en provenance de Los Angeles. Michael Jackson a été déclaré mort. La mort de Michael Jackson. Il a fait chanter et danser le monde entier. Michael Jackson est mort cette nuit. Dès l'annonce de la mort de Michael Jackson, les gens n'ont pas voulu y croire. Il était en train de répéter, il était en forme, donc il n'y avait aucune raison qu'il meure en vrai. La brutalité de la mort, totalement inattendue, crée de la sidération auprès des fans. Pour se protéger de cette sidération, il faut trouver assez vite une explication, parce que sinon, on continue à être traumatisé par cette image. Depuis 10 ans, il y a encore des gens qui se disent Michael Jackson n'est pas mort, il se cache quelque part et il va revenir d'une manière ou d'une autre. On réentendra sa voix, il va trouver un moyen de nous faire un signe quelque part. Incroyable. Non seulement Michael Jackson serait encore en vie, mais il aurait lui-même orchestré un complot pour faire croire à son décès. Michael Jackson a mis en scène sa mort avec des complicités pour pouvoir mener une autre vie. Cette théorie, digne d'un roman d'espionnage, paraît complètement folle. Mais ceux qui la soutiennent ont des arguments de poids. Car selon eux, le chanteur aurait eu d'excellentes raisons de vouloir disparaître. Il savait qu'il allait se retrouver peut-être à nouveau devant la justice pour pédophilie, comme il l'avait vécu déjà en 2005, et ça avait été un gros traumatisme pour lui. En 2005, l'acquittement pour pédophilie du roi de la pop avait fait polémique. Et outre le risque d'être à nouveau inculpé et d'aller en prison, Michael Jackson avait un autre gros problème. Autre raison avancée par ceux qui pensent que Michael Jackson a simulé son décès, c'est sa situation financière. Tout le monde sait que Michael Jackson vivait très largement au-dessus de ses moyens. Il était endetté jusqu'au cou et il ne savait plus comment s'en sortir. Il peut très bien, oui, avoir orchestré son départ pour débloquer du cash. Et d'ailleurs, sa mort a débloqué 2 milliards, direct. Et c'était quand même 2 raisons qui peuvent sembler tout à fait valables, de se dire, j'organise mon départ un peu comme les gangsters, je refais ma vie au soleil et je disparais. Mais l'hypothèse d'une fuite maquillée en décès pour se tirer d'un mauvais pas est-elle crédible? Certains fans vont remuer ciel et terre pour le démontrer. Ils vont lister l'une après l'autre toutes les bizarreries de ce qu'ils considèrent comme la plus grande supercherie de toute l'histoire de la musique. Certains fans vont tout de suite voir, déceler des détails, des indices que Michael Jackson n'est pas mort et que tout cela n'est qu'une mise en scène. Première anomalie très troublante, la manière dont la mort de Michael Jackson est annoncée. Pour les fans, la première chose qui les intrigue, c'est le fait que l'annonce vienne d'un site qui s'appelle TMZ et qui est spécialisé en faits divers et en people. Ils annoncent la mort avant les autorités médicales, avant la famille. Pour Aurélien, un fan français qui soutient la théorie du complot, c'est cette annonce du site TMZ qui déclenche tout. Ça a paru bizarre que ce ne soit pas la famille qui a annoncé tout de suite dans l'immédiat le décès de Michael Jackson. Ensuite,
Tout s'enchaîne. Les fans qui doutent de la mort de Michael Jackson vont notamment observer un phénomène surnaturel très intrigant lors d'une retransmission en direct sur une chaîne américaine. Quelques jours après son décès, le corps de Michael Jackson va être transporté par hélicoptère et ce transfert va être retransmis en direct par CNN. Et certains voient le corps bouger. C'est à peine perceptible. Pourtant, au ralenti, le linceul semble se déplacer tout seul. Et effectivement, on aperçoit un mouvement dans ce sarcophage. Ça donne vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui bouge à l'intérieur de la housse. Ça laisse suspect. Cette vision surréaliste met littéralement le feu aux poudres. Et ce n'est pas fini. Car désormais, tout événement en lien avec le décès du chanteur va conforter les conspirationnistes qui pensent que Michael Jackson n'est pas mort. Staples Center, Los Angeles, une dizaine de jours après le décès de la star. Tous les proches de Michael Jackson sont réunis à l'occasion d'un ultime hommage. Toute la famille, les proches, Paris, les frères, défilent sur scène pour chacun dire un petit mot. Tout le monde est dans l'émotion, tout le monde est dans la tristesse de la mort de Michael Jackson. Depuis que je suis née, papa a été le meilleur père qu'on puisse imaginer. Et je voulais juste te dire, je t'aime tellement. Mais ce jour-là, c'est un détail, insignifiant en apparence, qui attire l'attention des fans. Le cercueil est fermé. Or, ceci est contraire à une vieille coutume nord-américaine qui veut que la dépouille du défunt soit visible de tous. Dans la culture afro-américaine, le cercueil est ouvert pour que les anonymes, comme la famille, puissent se recueillir une dernière fois devant le défunt. Ainsi, en décembre 2006, lors des funérailles du chanteur James Brown, le cercueil était grand ouvert. Pour Michael Jackson, rien de tout cela. Quand j'étais devant mon écran, j'ai vu ça et j'ai trouvé ça bizarre. Le fait que le cercueil soit fermé, pour les fans qui veulent croire que Michael Jackson n'est pas mort, c'est une évidence, c'est qu'il n'y a rien dedans, c'est que le cercueil est vide. Cette histoire de cercueil fermé va faire boule de neige sur Internet et ça va nourrir encore davantage les convictions de ceux qui pensent que Michael Jackson n'est pas mort et que ce décès n'est qu'une mise en scène. L'annonce du décès par un site People. Le linceul du mort qui bouge tout seul dans l'hélicoptère. Et maintenant, ce cercueil fermé. Décidément, beaucoup d'anomalies entourent la mort de Michael Jackson. On voit bien dans cette théorie du complot autour de Michael Jackson que tous ces éléments bizarres vont se multiplier, il y en aura peut-être un millier, on parle de millefeuilles argumentatifs, et ça va donner l'impression qu'il y a quelque chose de bizarre et qu'il y a quelque chose de faux dans la version officielle. Pour les tenants de la théorie du complot, tout porte à croire que le chanteur est toujours en vie. Pour moi, il y a tellement d'éléments incohérents à cette affaire-là. Pour moi, il n'était pas décédé. Et pour s'en convaincre un peu plus, les conspirationnistes pointent un dernier élément suspect. Cette photo, qui montre pourtant Michael Jackson allongé dans l'ambulance qui l'emmène à l'hôpital, dans un état vraisemblablement critique. Or, cette photo, le seul cliché qui existe de ce moment terrible, a été prise par un ami très proche de Michael Jackson. Le photographe Ben Evenstadt, qui l'a ensuite publié.
la suspicion des fans quant à l'authenticité de la photo prise dans l'ambulance va augmenter de manière exponentielle quand ils vont trouver que le photographe était un ami proche de Michael Jackson. Ces accointances sont très importantes dans les théories du complot, puisque le complot, finalement, c'est une entente secrète entre plusieurs personnes. On se dit, mais un ami ferait jamais ça, prendrait jamais une photo. On pourrait demander à cette personne pourquoi il a fait ça, mais le complotiste va tout de suite dire, il y a quelque chose de bizarre, donc il n'est pas mort, donc il y a quelque chose derrière. Deux semaines seulement après le décès de la star, ceux qui se font appeler les Believers, comprenez ceux qui croient que Michael Jackson est vivant, se comptent par dizaines de milliers à travers le monde. Et désormais, ils n'ont plus qu'une idée en tête, retrouver la trace du chanteur. Michael Jackson représente tout ce qu'on a dans la vie. Puisque pour certains il est vivant, le grand jeu c'est pas où est Charlie, mais où est Michael. Il faut évidemment, puisqu'il est vivant, retrouver sa trace. Et il le cherche. Il cherche des indices, un chapeau par-ci, un truc par-là, pour voir où est Michael Jackson. Les fans, bien sûr, dans une de leurs activités, va consister à essayer de repérer le personnage. Et ça rejoint une pratique assez commune du fan qui s'appelle le sighting. C'est-à-dire, on va le découvrir, on va le trouver. Voilà. Et ça, donc, ça rejoint toutes les tracks des paparazzi. La première piste sur laquelle vont se lancer les Believers va émerger très vite, à l'occasion de l'enterrement du chanteur. Ce 3 septembre 2009, seuls les intimes de la star ont été conviés. Son père, sa sœur, ses enfants, des visages familiers pour les fans qui les reconnaissent tous, sans exception, ou presque. Car un homme inconnu fait son apparition. Il porte un chapeau et il intrigue. On aperçoit une personne munie d'un blazer, de grosses lunettes noires, son gros chapeau. Et là, on s'est dit, ouais, c'est qui cette personne-là? Et si cet homme que personne ne connaît n'était autre que Michael Jackson, venu assister à ses propres obsèques? Pour les fans, c'est évident, c'est Michael qui s'est déguisé. Rien ne permet de reconnaître le chanteur, tant son visage est invisible. Ce pourrait être n'importe qui. Mais pour les fans de Michael Jackson, c'est justement une preuve, car il était un as du déguisement. C'est là que tout bascule, si on veut, parce que les fans le voient. Les fans se disent, il est là, il est en vie, et on l'a vu. Alors, on l'a vu. Ils croient l'avoir vu. Le doute s'installe encore en plus. Seulement, les fans n'ont pas moyen de vérifier si l'homme au chapeau est bien la star. Alors certains vont s'orienter vers une autre piste, encore plus sérieuse d'après eux. Celle d'un certain Dave, présent lui aussi ce jour-là pour l'enterrement de la star. Un ami de 30 ans de Michael Jackson, connu pour avoir miraculeusement survécu à un terrible incendie lorsqu'il était enfant. Après les obsèques, Dave est interviewé sur CNN. Il va déclencher un véritable tremblement de terre. The visit to his Encino house was very impromptu, and it was kept a secret by my mother. Quand j'ai vu Dave, j'ai dit c'est pas lui, c'est pas possible. Pour moi, ce n'était pas Dave, c'était Michael Jackson parce que la gestuelle, la voix, les mains, et ils n'ont pas du tout les mêmes yeux. Dave, il avait les yeux bleus, bleu-vert, et Michael Jackson noir. Et là, je me suis dit, c'est pas Dave, c'est pas possible. Et il a une voix qui, pour les fans, est celle de Jackson. Vous allez voir que la comparaison est en effet troublante. We embraced, and that embrace never ended throughout our whole entire friendship. I love you very much, and may God bless you all. I love you. Goodbye. Ils ont l'impression que c'est Michael
grimé en grand brûlé, quoi, quelque part, et grimé en Dave Dave. L'hypothèse paraît pour le moins extravagante. Mais pour les complotistes, elle n'est pas plus tirée par les cheveux que la mort d'une star qui, juste avant son décès, était en parfaite santé. Sa mort laisse quand même beaucoup de questions non résolues. Est-ce qu'il a organisé son propre départ, hein? Et comme c'est une mort ouverte, si je puis dire, hein, eh bien, s'engouffre là-dedans hein, l'imaginaire des fans. Quand la théorie commence à retomber, il y a toujours un nouvel élément, plus ou moins farfelu, qui relance cette envie d'y croire. Et c'est ce qui va à nouveau amener des believers à apercevoir encore une fois Michael Jackson 7 ans après sa mort. Joshua Tree, Californie, le 4 décembre 2016. Paris Jackson, qui est en goguette dans un parc national aux États-Unis, publie un selfie qu'elle prend d'elle au volant de son véhicule. Jusque-là, rien d'étonnant. Lunettes de soleil et chapeau de paille sur la tête, la fille du chanteur semble en pleine forme. Mais un détail va attirer l'attention d'une internaute. Elle va regarder l'arrière-plan de la photo. Elle va l'éclaircir. Elle va le zoomer. Elle va voir à l'arrière un tas de vêtements sur lequel est posé un chapeau. Et elle va aller jusqu'à faire un espèce de montage où on voit apparaître la figure de Michael Jackson. Et cette photo fait quand même le tour du monde. Tout le monde se dit, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bien lui? Etc. Cette photo a persuadé des milliers de fans que le chanteur était caché à l'arrière du véhicule. Pourtant, à n'en pas douter, il s'agissait d'un montage grossier. Aujourd'hui encore, plus de 10 ans après la mort de Michael Jackson, rien n'arrête les tenants de cette théorie du complot. En réalité, vous allez voir que tout cela repose sur du pur fantasme. Souvenez-vous, ces fans conspirationnistes voulaient nous faire croire que le site TMZ, qui avait annoncé la mort du chanteur avant tout le monde, était complice. Sauf que TMZ, qui est hyper renseigné sur tout, annonce la mort avant l'entourage, avant les attachés de presse. C'est arrivé encore en France pour Karl Lagerfeld il n'y a pas si longtemps. Ça arrive tout le temps. Et ça, pour eux, par contre, c'est déjà une première preuve, mais qui, du coup, n'en est pas une, parce que c'est juste un scoop de TMZ, point. Et puis, ces mêmes sceptiques, dubitatifs sur la mort de Michael Jackson, s'interrogeaient sur le cercueil fermé pendant la cérémonie d'hommage. Là encore, il y a une explication tristement triviale. La famille de Michael Jackson s'en est expliquée. Le corps de Michael Jackson était très abîmé. Ils n'ont pas voulu abîmer plus loin la mémoire de Michael en montrant l'état de Michael Jackson post-mortem. Quant au pseudo-cadavre qui bougerait tout seul dans sa housse mortuaire pendant son transport en hélicoptère, le bon sens permet d'éliminer très vite cet argument pour le moins fantaisiste. Après, c'est quand même aussi se dire, mon Dieu, si j'ai organisé un complot pour faire ma mort, est-ce que je vais vraiment me mettre dans la housse qui se met dans l'hélicoptère et bouger les bras? Ça ne tient pas la route du tout, 2 secondes, ce truc. Et le fait qu'une housse bouge dans un hélicoptère, il y a du vent, ça balance, enfin, c'est quand même, c'est pas très étonnant en vérité, c'est pas le transport le plus souple qui soit. Hein. Enfin, pour ce qui est du mystérieux inconnu au chapeau présent le jour des obsèques, le raisonnement des complotistes ne repose en réalité sur rien. Ça peut être lui, mais comme ça pourrait être n'importe qui. Hein. C'est grotesque, on ne voit rien, il ne lui ressemble pas, il n'y a aucune preuve. C'est-à-dire que si vraiment on est dans un plan machiavélique, on ne va pas revenir juste avec un chapeau et un déguisement comme ça, se mettre à ses propres obsèques. Pourquoi faire en fait? Pour se faire prendre en fait. Tous des coups assez facilement, mais eux ils veulent y croire quand même. Quelque part c'est beau. Hein. Pour Dave, l'hypothèse ne tient pas non plus la route. Pour Dave, c'est encore plus incompréhensible, parce que Dave, les fans de Michael Jackson connaissent l'histoire. Donc quand ils le voient à l'enterrement, c'est même pas étonnant que c'est un proche de Michael Jackson. Alors pourquoi ils veulent voir en lui
Parce qu'ils ont envie de voir en lui Michael Jackson, s'ils en ont envie. Non, vous n'êtes pas vous êtes Michael Jackson. Mais non, je suis moi. Ah non, enfin, c'est ridicule. Et s'il vous restait des doutes sur l'imagination des complotistes, vous allez maintenant comprendre qu'en réalité, ils peuvent très facilement être trompés. Preuve en est cette expérience, menée dès 2009 par des journalistes allemands, 3 mois après la mort de Michael Jackson. Ils vont mettre en ligne une vidéo qu'ils vont dater comme un document datant du soir de sa mort, où on voit Michael Jackson qui s'éloigne et qui s'échappe d'une ambulance. Il y a eu une explosion de vues. Pour les fans, c'était... voilà, ça y est, c'était vrai, il était vraiment vivant. La vidéo diffusée par la télévision allemande convainc des millions de fans que la mort de Michael Jackson est effectivement un coup monté. Sauf que c'est un canular. Une vidéo montée de toutes pièces par les journalistes pour prouver justement que les images peuvent être très trompeuses si elles ne sont pas vérifiées. Ce qui est hallucinant, c'est qu'il se trouve des gens pour penser que ce canular est une vraie vidéo. Et la chaîne allemande va être obligée de diffuser le making-of de la vidéo pour démontrer que son canular en est un vraiment. C'est pour dire à quel point ces acharnés du complot sont difficiles, voire impossibles à convaincre. Force est de constater que les conspirationnistes ont la peau dure, particulièrement quand le complot concerne une star. C'est un refus de voir son idole mourir, parce que comme ils y mettent presque un pouvoir, presque, enfin, ils les mettent au-dessus de l'être humain, quoi. Et donc, et la mort ramène les stars à leur statut d'être humain quelque part. Et du coup, voilà, quand on veut pas faire le deuil, eh ben, on préfère croire un truc fou. On a vu ça avec Elvis Presley, on a vu ça avec Bob Marley, ben maintenant on voit ça avec Michael Jackson. C'est quand on est fan, on aime au-delà de la mort. Dans les théories du complot autour des morts de célébrités, dans les situations de détresse ou de tristesse extrême, il peut y avoir aussi des phénomènes pathologiques ou des formes de pensée de notre cerveau qui cherchent à trouver des récits pour nous rassurer. Les plus fanatiques n'ont jamais voulu croire aux accusations de pédophilie, ont toujours trouvé tout ce qu'il a fait merveilleux et donc ne croiront pas non plus à sa mort. Pour toutes ces personnes, c'est une façon de continuer à faire du lien entre eux, de ne pas rester seuls, de ne pas tomber dans de l'isolement. Parce que, bien sûr, on a eu affaire à un génie qui nous a accompagnés longtemps, et donc c'est vrai qu'on aimerait bien y croire. Mais c'est ça aussi le jeu de l'imaginaire humain. Et je crois qu'il ne faut pas mépriser ces personnes, parce que ça leur donne un sens à leur vie. C'est le cas d'Aurélien, qui croit dur comme fer que Michael Jackson est vivant. Et qui a même une idée précise de l'endroit où la star se cache. Pour moi, comme beaucoup d'autres, voilà, il y a certains indices qui laisseraient parler qu'il serait en France, notamment à Paris, caché, parce que voilà, il est théoriquement mort, mais il serait visiblement dans les beaux quartiers. On l'a vu dans l'affaire de la mort de Michael Jackson, comme dans de nombreuses théories du complot. Les réseaux sociaux propagent les arguments des conspirationnistes avec une incroyable rapidité. Et c'est encore plus vrai lorsqu'une thèse complotiste rebondit sur l'actualité. Preuve en est dernièrement la polémique sur le port obligatoire du masque. Un débat enflammé qui a fait peser sur l'État français de lourdes suspicions. Ce lundi 8 septembre, dans un lycée de Clermont-Ferrand, le président de la République va sans le vouloir donner des arguments aux anti-masques. Et 5 000 € pour les moins de 18 ans. Alors qu'il vient tout juste d'entamer son discours, et qu'on continue, Emmanuel Macron a bien du mal à supporter le petit bout de tissu. à travers le... Une séquence qui n'a pas échappé à Dolorès Boucher, fer de lance des anti-masques sur les réseaux sociaux. Donc M. Macron parle, et tout d'un coup, il tousse une fois, il tousse 2 fois. Ce matin, à travers le... Je vais mettre un masque plus léger parce que j'ai vu... Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève son masque, s'il peut plus respirer, le pauvre. Hein. Il a ôté le masque et demandé à ses collaborateurs un autre masque, moins serré.
Et il dit, en remettant son masque, et je crois qu'il y avait des petites particules dedans. Pour certains, c'est la preuve ultime que le port du masque est mauvais pour la santé. Emmanuel Macron est la meilleure pub contre le masque qu'on ait vue depuis le début. Et ils sont nombreux à être de cet avis. Depuis que le masque a été rendu obligatoire, des milliers d'irréductibles refusent de le porter. Il y a des lois qui sont injustes. Il y a des manifestations contre le port du masque, comme il y en a eu en Allemagne et comme il y en a eu dans un certain nombre de pays. Moi, j'ai pas envie de me protéger. Je considère que, de toute façon, je veux bien prendre le risque d'avoir le virus. Ce qui est intéressant, c'est que ces manifestations qui ont pour mot d'ordre le refus de porter le masque, en fait, sont des manifestations complotistes. Il faut dire que pour les anti-masques, le problème n'est pas seulement sanitaire. Certains pensent que l'obligation de le porter cacherait en réalité un tout autre but. Une motivation machiavélique, d'ordre politique, contraire à la démocratie. Il y a des populations qui développent une tendance à être très suspicieuse. Le gouvernement nous ment. C'est-à-dire que vous avez les anti-masques qui sont des idéologues, qui vous diront que le masque ne sert à rien, etc., est inutile, tout ce que vous voudrez. Et puis, un groupe majoritaire dans cette tendance, pour qui le problème n'est pas de savoir si le masque est utile ou n'est pas utile, c'est simplement une interférence de l'État dans la vie privée, intolérable. J'ai décidé, en mon âme et conscience, c'est vrai, de ne pas porter le masque du tout. Du tout. C'est-à-dire à l'intérieur, dans les lieux clos, et à l'extérieur. Au nom de ma liberté et de ma santé. Derrière ce discours, il y a l'idée qu'en fait, ce port du masque ne sert pas réellement à nous protéger, mais vise un autre but. Et là, les complotistes nous donnent la réponse à cela. Ils nous disent, en réalité, ça sert à tester notre solution. En clair, nos dirigeants se serviraient du masque pour bâillonner les citoyens, au sens propre comme au sens figuré. Nos droits sont bafoués, complètement. On m'empêche de respirer. On me muselle. Parce que pour moi, c'est une muselière. Ce n'est pas un masque qui protège d'une soi-disant épidémie. C'est une muselière qu'on met au peuple. Cette thèse conspirationniste fait très vite beaucoup d'adeptes, d'autant qu'elle semble couler de source. Les théories du complot autour du masque sont très intéressantes parce qu'elles révèlent un mode de pensée intuitive. C'est-à-dire que le masque nous empêche de respirer. Ça donne cette impression-là. Et là, on voit bien que c'est notre pensée intuitive qui nous fait penser ça. Et deuxièmement, il nous fait taire, puisque c'est devant notre bouche, on a plus de difficultés à parler. Ça donne cette impression intuitive de nous bâillonner. Et le raisonnement paraît d'autant plus crédible qu'il est relayé par des personnalités qui font autorité. Comme le philosophe Michel Onfray, rejoint par d'éminents médecins. Autour du groupe de la revue Front Populaire, créé par Michel Onfray, s'agglutinent des gens comme Didier Raoult et d'autres, qui sont dans un discours extrêmement virulent, extrêmement critique, à l'encontre du gouvernement, notamment des médias en général. Selon le philosophe, le port du masque aurait tout simplement pour but de décourager des grandes manifestations à la rentrée. Si on nous fait savoir que c'est dangereux de sortir, qu'il faut ne pas se rencontrer, qu'il faut ne pas se regrouper, qu'il faut rester chacun chez soi, qu'il faut porter le masque en toutes circonstances, eh bien effectivement, on va au-devant d'une gestion politique de la crise. Et c'est extrêmement intéressant de faire savoir qu'on trouve de bons prétextes pour interdire aux gens de descendre dans la rue et dire qu'ils sont mécontents du traitement du Covid par le gouvernement Macron. On voit toutes sortes d'acteurs médiatiques s'improviser experts et spécialistes en port ou non du masque, des intellectuels, des journalistes, des hommes politiques. On a vu Akhenaton, par exemple, prendre des positions sur le masque tout à fait étonnantes. Opposé lui aussi au port du masque, le rappeur Akhenaton, interviewé au téléphone par Pascal Clark sur Europe 1, va encore plus loin. Le gouvernement servirait aussi des intérêts économiques. Je doute de la vraie dangerosité de ce virus-là. À un moment donné, je pense que le masque a des effets beaucoup plus nocifs
Aujourd'hui, vous prenez vos boîtes de masques, vous prenez les masques que vous avez là, européens, et regardez, il y a marqué « ne protège pas des virus » dessus. Ouais, alors là, on est un petit peu dans des thèses limite complotistes. Le plus grand des complots qu'il y a sur Terre, ça s'appelle le business. Oui, bien sûr. Et le plus grand des complots sur Terre, c'est gagner de l'argent. Le port obligatoire du masque cacherait donc en réalité un vaste complot politico-financier, si l'on en croit ses opposants. On a à la tête de ce pays des assassins, pour reprendre un mot utilisé par Michel Onfray lui-même par exemple, des assassins, et que en fait le ministre de la Santé n'est pas en charge de la santé des Français, mais de la santé des profits des laboratoires pharmaceutiques. Les big pharma, tous les laboratoires vont devenir des milliardaires. Hein? Tout le monde va être milliardaire sauf nous, le peuple. En effet, depuis le début de la pandémie, des dizaines de laboratoires dans le monde entier travaillent à mettre au point un vaccin potentiellement très lucratif. Mais alors, de quelles preuves concrètes disposent les conspirationnistes pour étayer leur thèse de la mise au pas des citoyens par le port du masque? Vous allez voir que selon eux, elle ne manque pas. D'abord, les complotistes vont s'attacher à démontrer que le masque ne sert à rien. Regardez cette expérience menée par le gilet jaune Maxime Nicole et publiée sur les réseaux sociaux. On vous fait croire que cette merde-là, ben ça protège quelque chose. Je vais faire un test tout seul à la maison. Ma cigarette, j'ai fait ça. Et en fait, toute la fumée s'est retrouvée à se balader à droite à gauche. La fumée de cigarette passe à travers le masque, exactement selon lui, comme un virus pourrait le faire. Et pour appuyer leurs propos, les pourfendeurs du masque ont un allié de poids, une caution scientifique, en la personne du docteur Bélier, un pneumologue français. Ce médecin affirme même que le port du masque pourrait augmenter nos chances d'attraper le virus. Moi, j'ai des preuves. C'est-à-dire que depuis que le masque est obligatoire, on réassiste à quelques cas en plus. Et ce qui semblerait confirmer ce que je dis, c'est qu'en Suède, où le masque n'est pas obligatoire, mais la décroissance est continue, il n'y a pas de réascension, même discrète. Et ce n'est pas tout, car pour étayer l'idée selon laquelle le masque serait nocif pour notre santé, les complotistes ont déniché un autre argument, en rapport cette fois avec sa fabrication. Un des arguments les plus séduisants des complotistes est que ces masques en tissu, qui sont produits à très très bas prix, en très très grand nombre, contiendraient des particules qui sont dangereuses à inhaler. Si Emmanuel Macron toussait lors de sa visite dans un lycée de Clermont-Ferrand, ce serait donc parce qu'il aurait utilisé un masque de mauvaise qualité, comme il l'aurait d'ailleurs lui-même concédé à demi-mot. Je vais mettre un masque plus léger parce que j'ai dû absorber un truc du masque. Et puis, les complotistes avancent un autre argument massu, une preuve incontestable, selon eux, que le gouvernement manipule les citoyens avec les masques. Il suffirait pour cela de réécouter les déclarations de certains dirigeants prononcées au printemps quand l'épidémie se propageait de manière fulgurante. Le masque bleu ne protège de rien. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. C'est une ressource précieuse pour les soignants et totalement inutile pour toute personne dans la rue. Un peu plus d'un mois plus tard, le son de cloche était tout à fait différent. Le port du masque est recommandé, il sera désormais obligatoire. Le port du masque sera rendu obligatoire dans tous les transports, métro comme bus. Alors que le virus circulait beaucoup moins, le masque devenait soudain indispensable. Une contradiction que beaucoup trouvent alors très suspecte. Notre gouvernement, en février, mars, avril, ne disait-il pas que le masque était inutile ? On n'avait jamais vu un tel mensonge depuis l'affaire Tchernobyl ou le Rainbow Warrior. Très clairement, l'hésitation des experts et des autorités politiques sur l'utilité du masque influence complètement ces théories du complot. Si vous dites des choses contradictoires ou si vous commencez par nier au début ce que vous reconnaîtrez par la suite, évidemment, vous prêtez le flanc à vos adversaires et vous donnez de la nourriture pour tous les soupçons.
Enfin, certains conspirationnistes pensent avoir trouvé la preuve ultime du complot. Une découverte incroyable. Dans nos masques seraient cachés de très discrets logiciels espions. Il y a des masques qui sont dotés de puces électroniques et donc ça servirait à nous contrôler, à nous suivre, à nous traquer électroniquement, informatiquement, dans une sorte de grand programme de surveillance généralisée. Je prends mon masque, dans la partie métallique, il y aurait une sorte d'antenne qui permet de vous géolocaliser, de vous surveiller, de vous fliquer. Les complotistes disposeraient donc de nombreux éléments qui laisseraient penser que le masque obligatoire pour tous relève effectivement d'un complot d'État pour surveiller les citoyens. Seulement, vous allez voir qu'en réalité, cette thèse se démonte extrêmement facilement. À commencer par la fameuse puce espionne, qui n'en est pas une. Cette barrette sert simplement à maintenir les masques jetables bien pliés sur le nez. Il existe bien par ailleurs une puce, mais dans certains masques en tissu, et son rôle n'est pas de nous pister. Comme chaque fois qu'il y a une thèse complotiste, il faut faire une mini-enquête historique, si j'ose dire. Et en l'occurrence, on apprend que les puces dans les masques ont été produites bien avant le Covid-19, que leur but était de faciliter la gestion hospitalière des masques qui sont usés, qu'il faut changer, et que, je dirais, en aucun cas, on ne peut penser que c'est un complot qui a été fait depuis des années par Xi Jinping, par Poutine ou par Macron pour surveiller les citoyens. Imaginez cela, c'est fou. C'est fou parce que s'il y a des complots qui ont existé dans l'histoire, c'est vrai, ça a eu lieu, des choses de ce genre-là, avec des dizaines de personnes, témoins de ça, avec un tel cynisme et surtout, encore une fois, ça ne tient pas debout. C'est pas un complot contre les mouvements sociaux. Dans un pays démocratique, on ne peut pas avoir de telles choses, surtout que le gouvernement pourrait être pris, si c'était vrai, un tel complot, alors, des enquêtes seraient possibles et on pourrait accuser les gens d'avoir fait. Donc un gouvernement sain d'esprit ne pourrait pas faire une telle chose parce qu'il sait qu'il pourrait être pris par les contre-pouvoirs qu'il existe encore en démocratie. Sur la nocivité du masque, il n'y a guère à s'inquiéter non plus. Si véritablement le masque était dangereux pour des raisons chimiques ou autres, ça se saurait, parce que ça fait quand même assez longtemps maintenant que le personnel soignant, pour ne parler que de lui, utilise et porte ces masques. On sait que ça n'entrave pas l'oxygénation du cerveau ou du corps, pas du tout. Il n'y a rien de mortel ou de dangereux dans le port du masque. On le porte en Orient, en Extrême-Orient, notamment en Asie, depuis de très nombreuses années maintenant. Et si le gouvernement a changé d'avis sur le port du masque, c'est tout simplement parce que les connaissances médicales ont progressé. Les scientifiques eux-mêmes ont évolué. Ils nous disent aujourd'hui, parfois les mêmes, qu'il est préférable, dans de nombreuses circonstances, de porter un masque plutôt que de ne pas en porter. La recherche scientifique prend du temps. Et pour que les scientifiques soient sûrs que le masque est utile ou non, il faut des mois ou normalement des années de recherche. Donc c'est normal qu'il y ait des opinions contradictoires, même chez les spécialistes et chez les politiciens encore plus, puisque les politiciens et politiciennes doivent décider très rapidement des mesures à prendre et ils n'ont pas une information qui est parfaite à ce moment-là. Les complotistes voient par définition le mal partout. Voilà. C'est ça au fond, il y a l'idée qu'il y a les apparences et puis que la vérité est toujours derrière les apparences et qu'on vous cache en fait la réalité des choses. Pour autant, si vous avez cru à un complot diabolique derrière le port du masque, en réalité vous n'avez pas à rougir. Car c'est la nature même de cette pandémie qui favorise tous les fantasmes. La pandémie actuelle a été un vrai festival pour les théories du complot parce que elle réunit toutes sortes de facteurs qui accentuent le nombre de théories du complot qu'on peut trouver. D'abord, c'est un événement fortement anxiogène. Il y avait beaucoup de morts en Chine ou plus près de nous en Italie du Nord. Et d'habitude, ces événements anxiogènes qui donnent lieu à des théories du complot sont beaucoup plus courts. C'est-à-dire, ça dure un attentat terroriste, ça dure une journée et c'est fini. Là, la pandémie va durer des mois, peut-être des années, et donc c'est pas étonnant qu'il y ait autant de théories du complot qui vont se renforcer les unes les autres, qui vont s'amplifier sur Internet. Nous n'en avons donc pas fini avec les théories du complot sur le coronavirus.
Et il y en a une autre qui récemment a passionné la planète entière. Au cœur de cette folle histoire, un personnage très célèbre et très sulfureux, Donald Trump. Alors qu'il ne croyait pas à la dangerosité du virus, le président des États-Unis a fini par annoncer qu'il l'avait lui-même attrapé. Et chose incroyable, on l'a soupçonné d'avoir tout inventé. Voici le genre d'images stupéfiantes qui ont nourri les doutes. Le 13 octobre 2020, Donald Trump danse sur un célèbre tube des Village People. Une semaine seulement après avoir été hospitalisé pour cause de Covid. La forme apparente de celui qui est censé être encore convalescent laisse sans voix. Et certains s'interrogent, Donald Trump ne se serait-il pas inventé une maladie imaginaire pour en tirer bénéfice à l'approche des élections? L'idée serait que le président, totalement à la traîne dans les sondages, cherche à créer un effet compassion autour de lui pour que les Américains se soucient de sa santé et dans un deuxième temps, impressionner le peuple américain par sa capacité de résistance, par sa très forte énergie et santé. Il y a un très grand intérêt de Donald Trump à se montrer victorieux par rapport au Covid, parce que justement chez les populistes, il y a cette image de l'homme fort, le leader charismatique qui dirige avec une poigne de fer, et pour eux, pour ses électeurs, c'est quelque chose qu'ils veulent voir et entendre. Alors, vrai ou faux malade? Il faut bien reconnaître que la maladie de Donald Trump, telle qu'elle nous a été racontée, comporte de nombreuses bizarreries et qu'on pourrait effectivement y voir les indices d'un complot. Quand la nouvelle tombe, le 2 octobre, en pleine campagne présidentielle, personne ne doute de la gravité de l'état de Donald Trump. Et on l'a appris il y a quelques minutes, Jean-Bernard, Donald Trump est donc positif au coronavirus. Le président américain a été admis à l'hôpital militaire hier, quelques heures après avoir... On a appris que le président des États-Unis était déclaré positif à un virus mortel à moins de 30 jours de l'élection présidentielle. On voit le président qui apparaît masqué pour la première fois. Donald Trump sort de la Maison-Blanche, il est masqué, il s'apprête à prendre l'hélicoptère Marine One, qui est l'hélicoptère du président des États-Unis. Donald Trump doit être transporté en hélicoptère pour être hospitalisé. À ce moment-là, on touche au symbolique parce que c'est l'homme qui a quand même la capacité d'appuyer sur le bouton rouge et de détruire la Terre et qui est l'homme le plus puissant de la Terre, qui est en péril et c'est l'Amérique tout entière qui frémit. Il n'a pas 20 ans, Donald Trump, et il est en obésité, certes légère, mais 110 kilos, il est grand, mais 110 kilos, c'est une obésité pour les médecins qui disent « Attention, nous sommes face à un homme qui a un risque d'au moins 20 à 25% de contracter cette maladie sous une forme grave. » En tout cas, à partir de ce moment-là, personne ne prend la chose à la légère en se disant que c'est une grippette qui sera liquidée en quelques jours. Et pourtant, 24 heures à peine après son entrée à l'hôpital, et alors qu'on le croit au bord du coma, Donald Trump donne lui-même de ses nouvelles. Et étonnamment, elles sont excellentes. Très rapidement, les Américains ont droit à une salve de photographies émanant de l'hôpital militaire. Ce qu'on voit sur les photos, c'est un président aux affaires en train de travailler pour les Américains à différents moments de la journée. Sur certaines, il porte sa veste. Sur d'autres, il est en manche de chemise. Alors, il a l'air très occupé, très concentré, en train de signer des documents ou d'en consulter. Sur d'autres, seul détail amusant, il n'a pas de cravate. C'est la seule concession qu'il va faire pour donner le signal que les choses ne sont pas tout à fait normales et qu'il est dans un milieu médical. Et les Américains ont ce message émanant de la présidence.
je suis au travail. Un message relayé par Ivanka, la fille de Donald Trump. Rien ne peut l'empêcher de travailler pour le peuple américain. C'est un homme opiniâtre. Le président est au travail. Voilà précisément ce que beaucoup trouvent très suspect. Comment un homme de 74 ans peut-il se remettre aussi vite sur pied? Une enquête minutieuse va alors commencer. Ces photos de Trump, comme beaucoup d'autres avant, vont être évidemment examinées de façon très attentive. Et alors évidemment, on va chercher le détail. Comment est l'ombre? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et c'est en fouillant sur Internet que certains vont découvrir le poteau rose, en trouvant l'heure précise à laquelle chaque photo a été prise. On s'aperçoit de manière certaine que ces photos sont espacées de quelques minutes seulement. Lorsque nous prenons une photo numérique comme avec notre téléphone, il y a des tas d'informations numériques, ça a été pris tel jour, à telle heure, sur tel appareil, etc. Et ces données vont nous dire quoi? Que toutes ces photos ont été prises à quelques minutes d'intervalle, probablement. Ce n'était pas du tout sur toute la journée. Les séances de travail ont donc été entièrement mises en scène pour les besoins de communication du président. Et les internautes vont relever un autre détail qui ne laisse aucun doute. Regardez cette feuille sur laquelle Donald Trump semble être en train de travailler. Alors on va zoomer et s'apercevoir qu'il est simplement en train d'écrire son nom sur une page blanche. Les feuilles que Donald Trump a devant les yeux, eh bien, elles sont parfaitement vierges, il n'y a rien dessus. Là, on entre dans la théorie du complot, c'est-à-dire qu'on dit c'est bizarre. S'il y a mise en scène dans les photos, pourquoi est-ce que tout ça ne serait pas mis en scène? Et si tout ça n'était qu'une gigantesque farce, si au fond il n'avait pas été malade? L'hypothèse du malade imaginaire prend corps. Et elle se propage jusqu'en France, où l'on se passionne à ce moment-là pour la campagne électorale américaine. Il y a aussi quand même beaucoup de questions sur son véritable état de santé. Depuis le début, on s'interroge. Est-il vraiment malade ou au contraire, comme il le dit, prêt à reprendre sa campagne le plus rapidement possible? On a l'impression qu'il veut nous montrer qu'il trépigne, qu'il veut sortir vite de l'hôpital pour rejoindre la Maison-Blanche. Et c'est quand même un mystère. J'ai envie de savoir si dans le cerveau d'un Américain, on croit à toute cette mise en scène où en 3 jours, on a vaincu le Covid alors que 200 000 personnes sont mortes. Elles n'ont pas vaincu le Covid en 3 jours, quoi. Et la suite des événements ne va pas diminuer les doutes sur la maladie du président. Bien au contraire. Au soir du 4 octobre 2020, 2 jours seulement après son entrée à l'hôpital, Donald Trump se paie une petite balade dans les rues de Washington. Trump sort, non plus en hélicoptère cette fois-ci, mais en voiture, pour un tout petit tour. Et il va prendre un bain de foule, car il ne peut pas se passer de son public. Il y a une grande partie des Américains qui sont stupéfaits par les images d'un président qui va vers ses supporters. Il vient auprès d'eux alors qu'il est encore contagieux. C'est quelque chose de totalement imprudent et ça horrifie une partie de l'Amérique. Pour les complotistes, ce n'est pas possible. Le comportement du président est incohérent. Il ne peut s'agir que d'un coup monté. Surtout que l'attitude de ces médecins paraît elle aussi étrange. Lorsqu'on les questionne, ils semblent entretenir le flou. Y a-t-il un médecin qui s'oppose à la sortie d'hôpital du président et à son retour à la Maison-Blanche? Ou à un employé de la Maison-Blanche? Non. Ce médecin qui doit dire la vérité médicale va être beaucoup dans l'esquive. Lorsque les journalistes lui posent la question des poumons du président et de l'état des poumons du président, eh bien, le médecin ne répond pas directement, il noie le poisson, il ne répond pas, il détourne et il essaye d'éviter les questions gênantes. Y a-t-il des anomalies dans les résultats de ces examens médicaux?
Le secret médical m'empêche d'entrer en détail sur des points dont il ne veut pas qu'on parle. Dans le futur, peut-être. Invitée sur un plateau de télévision, la journaliste politique Anna Cabana fait part de son étonnement. Il a expliqué sous la pression des journalistes, il a résisté à la pression des journalistes qui lui demandaient, au fond, quid de l'oxygénation, etc. Et il n'a pas répondu. Les journalistes le pressent de questions et au fond, il est presque dans le mensonge. Un président qui se met en scène en train de travailler à peine entré à l'hôpital, qui se promène dans les rues de la ville et dont les médecins ont l'air tout sauf libres de parler. Le scénario de la fausse maladie semble se confirmer. Et les doutes des conspirationnistes vont devenir certitude lorsqu'ils vont assister au retour à la maison de Donald Trump après 4 jours seulement d'hospitalisation. Un retour qui ressemble définitivement à une mise en scène de cinéma. Il y a un clip offert aux Américains qui est digne d'une super production hollywoodienne. On voit Marine One, l'hélicoptère du président, qui atterrit sur la pelouse sud de la Maison-Blanche et le président américain, comme un empereur romain, sur le balcon semblant s'adresser à la foule. C'est une scène absolument incroyable. Il apparaît en bonne santé, il est debout. Alors, s'agirait-il d'une des plus grosses machinations de l'histoire politique des États-Unis? Donald Trump n'aurait-il jamais été malade? En fait, tout porte à croire que cette théorie ne tient pas, et de nombreux indices laissés de côté par les complotistes semblent le démontrer. Les complotistes vont justement prendre uniquement les éléments qui prouvent leurs croyances et ils vont mettre de côté tout ce qui ne concorde pas avec leurs croyances. Ça, c'est un mécanisme bien connu en psychologie qui s'appelle le biais de confirmation. Et plus on a des croyances fortes, et plus ce biais de confirmation est fort. Ainsi, contrairement à ce qu'ont voulu voir les complotistes, Donald Trump apparaît réellement diminué avant de partir à l'hôpital. Lorsqu'on analyse les images de Donald Trump, la première image, celle où il est à la Maison-Blanche, il n'est pas encore parti à l'hôpital. Il est de toute évidence, si on entend bien les mots en anglais, il est de toute évidence fatigué. C'est pas le Donald Trump qu'on connaît habituellement, débordant d'énergie. Je tiens à remercier tout le monde pour votre immense soutien. Je vais à l'hôpital Walter Reed. Je pense m'en sortir très bien. Effectivement, si je regarde ce visage, j'ai l'impression que c'est un homme qui a pris dur quand même. On dit que les chairs descendent, il a la peau qui a pas mal blanchi. Enfin, il me semble quand même donner l'image d'un malade qui a pris quelque chose de dur. Et lorsqu'il marche vers l'hélicoptère qui doit le transporter, le président des États-Unis est l'ombre de lui-même. On a vraiment l'impression d'une image au ralenti. Il n'est pas dans son état normal. Il salue les militaires, mais on a l'impression qu'il salue avec retard. Même après son retour héroïque de l'hôpital, quand les médias l'interrogent, Donald Trump semble en fait encore malade. Donald Trump donne une interview quelques jours après sa sortie à la chaîne Fox News. Alors, ce n'est pas une interview en face à face, c'est une interview en distanciel. Il y a une scène que tous les Américains entendent. Cette scène, c'est quand le président américain tousse. Et là, les Américains se disent il est malade. On I think the first debate, excuse me, on the first debate, they oscillated the mic. D'ailleurs, comment croire qu'un homme ouvertement anti-masque, qui n'en portait jamais, aurait pu échapper au coronavirus alors que la moitié de son équipe était testée positive à la Maison-Blanche? La Maison-Blanche est devenue un cluster. Alors lui, ça serait un mensonge, il ne serait pas malade, mais tous les autres seraient malades. Melania Trump,
la moitié de l'état-major, son chef de campagne. Mais ce n'est tout simplement pas possible. Et pour ce qui est des médecins, étonnamment mystérieux devant les journalistes, cela ne cachait pas forcément quelque chose. C'est peu plausible puisque tous les médecins qui l'ont soigné devraient faire partie de ce complot. Ça voudrait dire que tous ces médecins mentiraient pour le président? Mais ces médecins ne sont pas forcément républicains. Ce sont des médecins démocrates, républicains, ce sont les médecins de l'hôpital militaire. Ils n'ont aucun intérêt de mentir sur la santé du président. Il est possible que les médecins n'aient pas donné des nouvelles alarmistes pour pas justement faire peur à la population. Il n'y a donc plus guère de doute sur le fait que Donald Trump ait bel et bien été malade de la Covid-19, même s'il a pu s'agir d'une forme bénigne. Et si, contrairement à d'autres moins chanceux, il a pu quitter l'hôpital au bout de 4 jours, c'est seulement qu'en réalité, il aurait été dopé par un cocktail de médicaments inédit. Le traitement de Trump lui-même, je serais incapable de vous donner toute la liste des médicaments qu'il a absorbés, est très impressionnante. Le cocktail des 3 médicaments pris par le président fait de lui le seul patient au monde à avoir pu bénéficier de ce traitement, notamment ce qu'il a pu avoir des anticorps de synthèse, qui est un traitement expérimental. Malgré tout, de retour à la Maison-Blanche, Donald Trump donne l'impression, à l'écouter, qu'il doit plus sa spectaculaire guérison à sa volonté de faire qu'aux prouesses de la médecine. Je viens de sortir de l'hôpital. C'est un endroit formidable. Les médecins, les infirmières, les urgentistes. J'ai appris énormément sur le coronavirus. Et il y a une chose qui est certaine. Ne laissez pas la maladie vous dominer. N'ayez pas peur. Vous allez la battre. Je me sens si bien, encore en meilleure santé qu'il y a 20 ans. Un certain mépris pour la science, voilà peut-être ce qui pourrait rapprocher Donald Trump de certains complotistes. Car vous allez le voir, il existe une communauté très discrète, dont on entend rarement parler, et qui pourtant regroupe de plus en plus d'adeptes. Ces conspirationnistes poussent à l'extrême la contestation des vérités scientifiques. Et croyez-le ou pas, ils pensent avoir de nombreux arguments pour nous convaincre que notre bonne vieille planète n'est pas ronde, contrairement à ce qu'affirmait Galilée au XVIIe siècle. Voici l'expérience ahurissante qu'a tenté un astronaute amateur le 22 février 2020 à Barstow, en plein désert californien. Michael Hughes, 64 ans, s'apprête à décoller aux commandes de sa fusée artisanale pour démontrer, photo à l'appui, que les scientifiques nous mentent depuis des siècles. Il décolle avec sa fusée. Il est propulsé par cette fusée. Seulement, l'expérience va rapidement tourner au drame. Le parachute qu'il devait utiliser pour redescendre, en fait, reste au sol, se décroche immédiatement. Il monte, la fusée monte. Il fait 400, 500, peut-être plus mètres dans le ciel. Et tout d'un coup, on le voit disparaître à travers la couverture nuageuse. Et on le voit ensuite dramatiquement retomber. Et boum, résultat des courses, Mac Hughes est décédé. L'homme vient de se tuer en direct, sous les yeux des spectateurs médusés, avant d'avoir pu démontrer sa folle hypothèse. C'est-à-dire qu'il pense que la Terre est plate et il veut démontrer au monde que la Terre est plate, que nous sommes une planète en fait n'est pas une planète, que nous ne sommes pas sur une Terre ronde. Avec l'échec de Michael Hughes, ce sont les espoirs de tous ceux que l'on nomme les platistes qui s'envolent. Et ils sont incroyablement nombreux. Rien qu'en France, selon un sondage de l'IFOP, 9% de la population estime qu'il est possible que la Terre soit plate. Aux États-Unis, ce serait même 16%. Depuis une dizaine d'années, cette communauté platiste prospère grâce à Internet. Je m'appelle Daryl et je suis un réaliste, autrement dit, un platiste. La Terre est un disque plat, comme cette assiette.
Les platistes se réunissent aussi régulièrement lors de congrès internationaux organisés aux États-Unis ou encore au Brésil. 1, 2, 3. Nous ne sommes pas fous. Il s'agit de faire venir tous les intervenants principaux, un peu les leaders de ce mouvement. Ils se retrouvent pour débattre et présenter leurs hypothèses sur la forme de la Terre. Ils sont tous d'accord sur le fait qu'elle est plate, mais ils ne sont pas tous d'accord sur la forme exacte que tout cela prend. Alors, à quoi peut bien ressembler la Terre selon les platistes? Vous allez voir que nous sommes très loin des manuels d'école. Certains pensent que la Terre est soutenue par des tortues géantes, d'autres par des éléphants, d'autres qu'elle est plutôt rectangulaire, d'autres que c'est un disque. Il existe plusieurs modélisations. Disons que la plus courante, c'est que vous avez la Terre, et la Terre est plate comme ça. Et si vous voulez, vous dépliez quelque part la map monde et vous la mettez à plat. Vous avez l'Amérique latine qui est d'un côté, l'Afrique qui serait tout de l'autre. Vous avez des immenses étendues d'eau entre les différents continents, qui eux-mêmes sont reliés en un point central qui serait l'équivalent du pôle Nord pour nous. Et au lieu d'un pôle Sud, vous avez cette espèce de sphère comme ça, qui serait un immense mur de glace d'une 60aine de mètres de haut et qui retiendrait les océans. Par-dessus, vous avez une sorte de cloche, comme ça, de cloche transparente, au sein de laquelle graviteraient des astres. Donc, grosso modo, sous cette cloche, vous avez un axe sur lequel la Lune et le Soleil tournent pour faire une alternance jour-nuit, etc. Des représentations pour le moins étonnantes. Mais comment les platistes ont-ils pu être amenés à douter du fait que la Terre était sphérique? D'après eux, c'est une question de bon sens. Un argument est de dire que si la Terre était ronde, eh bien l'horizon devrait être courbe. On devrait voir à l'horizon que la Terre est ronde et est une sphère. Sur n'importe quel terrain dégagé, la ligne d'horizon est en effet désespérément plate. Je crois mes yeux. Et mes yeux me montrent pas besoin de modèles mathématiques complexes, pas besoin de diplôme, pas besoin d'avoir une expertise particulière. Je suis l'expert de moi-même, je vois ce que je vois et je crois ce que je vois. La logique des platistes semble implacable. Et des arguments comme celui-ci, ils en ont une ribambelle. Alors, parmi d'autres arguments, il y a celui de la vitesse de rotation de la Terre, qu'il semble improbable. Nous ne serions pas sur une boule qui tournerait à plusieurs milliers de kilomètres par heure, qui ferait des rotations rapides. De ce point de vue-là, si nous étions sur une telle boule, nous ne pourrions pas garder notre équilibre. On devrait être éjecté comme on est éjecté d'un tourniquet par simple force centrifuge. Et plus encore, on sent aucun mouvement. Moi, je suis sur cette Terre, je ne la sens pas bouger, alors elle ne bouge pas. On retrouve cette pensée intuitive ici, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas en train d'imaginer qu'on est sur une boule de billard en tournant dans tous les sens à des millions de kilomètres à l'heure, ce qui est la réalité. Donc en fait, notre intuition nous dit que ce n'est pas du tout la réalité. Et puis, il y a cette question essentielle que vous vous êtes peut-être déjà posée. Comment fait-on pour vivre la tête en bas ? Si la Terre était ronde, eh bien de l'autre côté de la Terre, les gens ne pourraient pas tenir au sol. De ce point de vue-là, on pourrait dire que si vous habitez aux antipodes de l'Europe, Australie, Nouvelle-Zélande, etc., et bien quelque part, vous tomberiez. Mais alors, pourquoi les scientifiques nous mentiraient-ils? D'après les complotistes, c'est parce qu'ils voudraient nous cacher que c'est Dieu qui a façonné la Terre. Il y a vraiment cette idée d'un complot des scientifiques contre la religion. Il y a une dimension aussi religieuse et créationniste dans ces idées de terre plate qui serait justement liée à la religion, parce que la Terre ronde, c'est une découverte scientifique. Qui a raison? Les scientifiques ou les platistes? En réalité, force est de constater que cette théorie de la Terre plate s'effondre très vite face aux arguments scientifiques. L'argument sur lequel la Terre tournerait à une vitesse extrêmement rapide et nous ne pourrions donc pas rester debout dessus, un petit peu comme dans un tourniquet géant, celui-ci est tout à fait invalidé par le principe de gravitation universelle sur lequel nous tenons sur Terre, etc., parce que nous sommes ancrés quelque part sur Terre. C'est également la gravité qui explique que les habitants de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande ne tombent pas. Quant à l'argument phare des platistes, qui est de dire que si la Terre était ronde, l'horizon devrait être courbe, il n'est pas non plus valable.
notre vision ne va jamais finalement assez loin pour pouvoir quelque part dire que nous voyons au-delà des océans. C'est pas vrai, même par temps extrêmement clair, dégagé, notre vision a ses propres limites, la vue humaine a ses propres limites. Et quand on prend de la hauteur, finalement, comme des pilotes d'avion, eux, ou des pilotes de navettes spatiales, eux la voient la courbure de la Terre parce qu'ils ont une vision beaucoup plus panoramique. Là où en plus on a pu le vérifier de manière expérimentale, c'est lorsqu'on a envoyé des objets dans l'espace, en orbite autour de la Terre, qui ont pu faire des photos, des clichés depuis l'espace. Et donc il n'y a évidemment aucun doute, aucune controverse scientifique, rien sur le fait que la Terre est ronde. Cependant, pour convaincre les platistes, il va falloir trouver d'autres arguments. Car même ces magnifiques vues prises depuis l'espace seraient, selon eux, de grossiers photomontages. Les clichés qui montrent que la Terre est ronde sont des faux, fabriqués par la NASA, avec la complicité des soi-disant astronautes qui auraient participé à cela. Voilà. D'ailleurs, pour les platistes, la conquête spatiale serait elle aussi une légende. L'homme n'aurait jamais été sur la Lune. Regardez ce qui est arrivé le 9 septembre 2002 à Buzz Aldrin, connu pour être le second astronaute à avoir foulé le sol lunaire. Devant un hôtel de Los Angeles où il doit être interviewé par une télévision japonaise, l'astronaute est pris à partie par un complotiste armé d'une Bible. Pourquoi vous ne jurez pas sur la Bible que vous avez bien marché sur la Lune? Jurez sur la Bible. Buzz Aldrin a le plus grand mal à se débarrasser de cet homme qui le harcèle. Vous aviez dit que vous aviez marché sur la Lune, ce n'est pas vrai. Et finalement, il perd ses nerfs. Vous pouvez me laisser tranquille? Vous êtes un lâche, un menteur. Buzz Aldrin, finalement, lui assène un coup de poing parce qu'il se fait insulter, parce que fondamentalement, ce qu'on remet en cause, c'est la chose dont il est le plus fier dans sa vie, c'est d'avoir été un des pionniers, d'avoir risqué sa vie quand même pour aller poser le pied sur la Lune. Comment expliquer qu'au XXIe siècle, un nombre aussi élevé d'individus puisse encore se laisser convaincre par des idées aussi farfelues que la théorie de la Terre plate? Aucun platiste ne devient platiste du jour au lendemain sans être passé auparavant par toute une série de théories du complot. De l'assassinat de Kennedy au 11 septembre et en passant par la Covid-19, etc. C'est un peu la théorie du complot ultime, le platisme. C'est l'aboutissement d'un processus de déconstruction qui a commencé bien en amont en expliquant que d'abord on ne pouvait pas faire confiance aux médias, on ne peut pas faire confiance aux politiques, à l'armée, aux entreprises. Le ressort principal, je crois qu'il est plutôt psychologique. Il permet à des gens qui finalement ont simplement une connexion Internet de devenir quelqu'un. Il donne un sens à la vie de certaines personnes qui ont l'impression peut-être, sinon, d'avoir raté leur vie. Il y a des gens très intelligents qui peuvent croire à beaucoup de théories du complot. Parce que la logique du complot, elle est aussi très détaillée. Donc si votre intelligence, elle est au service de votre idéologie, vous allez justement trouver toutes des preuves de complot et votre intelligence va vous permettre de croire encore plus aux théories du complot. Le complotisme n'a probablement pas fini de nous étonner et de nous mettre la tête à l'envers.